Je pense qu'au départ, quand on est dans l'entrepreneuriat, on se dit toujours « Ah tiens, j'ai l'idée ». Sauf que l'idée, en fait, elle vaut rien tant que ça reste une idée. Et tant que tu l'as pas confronté à un marché, par définition, ce sera une idée. Comment tu vends plus cher ? Potentiellement en apportant plus de valeur dans ton offre, en ajoutant des choses. On parlait de la Scalesia sans olives tout à l'heure. Peut-être que la Scalesia, tu peux lui mettre des olives, un œuf et de la copa. Donc là, tu vends plus cher, t'apportes plus de valeur, les gens, ils sont contents. C'est base crème de... Exactement. C'est un peu ce que je vais reprocher avec le côté vanity metrics, de se dire je fais tant de chiffre d'affaires, mais ça veut rien dire. Peut-être que t'as un départ toutes les semaines parce que les gens, ils sont tous en burn-out. Peut-être que t'as un produit de merde et qu'en fait, en 6 mois, t'as plus vocation à être là. Ah ouais, mais attends, je vais mettre 15 000 balles dans un site. Génial, mais du coup, ton site, les gens, il faut qu'ils le voient, tu vois. C'est comme si tu créais un palace à Angoulême. Tu vois, tu peux faire un palace de fou furieux. Si le truc, y a personne qui passe devant, tu vois, on s'en tape. Hein. Le prix, c'est un doudou pour les gens. C'est un refuge qui rassure. Les personnes qui abordent l'entrepreneuriat avec une démarche uniquement artistique, j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie de faire le produit comme moi je l'entends, ou j'ai envie de créer mon œuvre comme un artiste irait créer son œuvre, c'est pas bon. Bon, on va commencer le podcast avec un petit remix d'une citation de Da Vinci qui dit pour avoir un esprit complet, il faut étudier l'art de la science et la science de l'art. T'es pas DJ Avicii au départ ? C'est pas son homonyme défunt. On n'a pas le matos, un peu ce qu'il faut pas. Mais et du coup, puisqu'on va parler de scaling de business aujourd'hui, cette phrase, je trouve qu'elle s'applique aussi si on la remixe en mode si on veut un business sain et complet, il faut étudier l'art de la science et la science de l'art dans le sens. La science de l'art, c'est la créativité, l'intuition pour monter un business. Et l'art de la science, c'est tout ce qui est du coup logique, stratégie, etc. Le titre du podcast, ça va être le fait que vous avez monté 3 business à plus de 50K par mois sur les derniers mois. Est-ce que pour toi, c'est plus de la science, de l'art ou un peu des deux, justement ? C'est une bonne question. L'entrepreneuriat n'est pas une démarche artistique au départ. C'est-à-dire que c'est une démarche, quoi qu'il arrive, brutale, qui n'a pas de croyance, qui n'a pas de justice. C'est une démarche injuste et c'est pas artistique. Donc ça, faut le comprendre, tu vois. Quand tu fais de l'entrepreneuriat, les personnes qui abordent l'entrepreneuriat avec une démarche uniquement artistique, c'est-à-dire j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie de faire le produit comme moi je l'entends, ou j'ai envie de créer mon œuvre comme un artiste irait créer son œuvre, c'est pas bon. Parce qu'en fait, dans le côté artistique, c'est quoi ? C'est l'artiste et son œuvre. Peu importe l'environnement. Et derrière, il vient pousser son œuvre et les gens, après, adhèrent à ce qui a été proposé. L'entrepreneuriat, c'est assez différent. Tu es obligé de prendre en compte une troisième partie de l'équation qui va être plutôt le marché, qui va être ta cible. Donc, il y a un côté scientifique parce qu'on vient mesurer, parce qu'on vient itérer, parce qu'il y a une méthodologie. Pour autant, il n'y a pas de justice scientifique et algorithmique non plus dans le fait de monter une entreprise. Ce qui veut dire que c'est pas parce que tu vas appliquer un protocole de la bonne manière, et c'est même pas parce que tu vas y passer la bonne intensité ou tu vas y mettre tant d'heures ou quoi que ce soit, que ça va fonctionner. Et ça, c'est la vraie différence avec la science. Donc, il y a aussi une part quand même d'intuitif et d'artistique, mais ça, c'est propre à l'entrepreneur, je pense, au démarrage. Donc, c'est tout l'entre-deux entre écouter son intuition par moment, son feeling en tant qu'entrepreneur, et le feeling, ça se travaille aussi, parce que ton feeling, il est basé sur ton expérience passée, donc plus tu as d'expérience aussi, et plus ton feeling, il va être plus ou moins biaisé. Mais ouais, il y a des méthodologies réplicables, mais il faut pas oublier l'intuition, le bon sens dans l'entrepreneuriat, je pense aussi. Donc pour toi, c'est plus en fait l'intuition qui va impulser le projet et la science derrière qui va vraiment le concrétiser et le rendre monétisable, le rendre réel, quoi. Mais pour moi, en fait, il y a pas de... C'est pas l'intuition à partir de rien, tu vois. Il y a par moment l'intuition à partir de rien et il y a l'intuition du vécu. Il y a l'intuition à partir de rien, c'est je me réveille un matin et tiens, j'ai une intuition, ça pourrait fonctionner. Ouais. Et puis après, il y a je rencontre un problème au quotidien
ce qui va amener une intuition. Donc il y a une base, en fait, il y a une accroche quand même. Basée sur de l'empirique, quoi. Voilà, basée sur de l'empirique. Donc en fait, il y a 2 types d'intuition. Je pense qu'au départ, quand on est dans l'entrepreneuriat, enfin les premières boîtes ou les premières idées de business, on se dit toujours « Ah tiens, j'ai l'idée ». Sauf que l'idée, en fait, elle vaut rien tant que ça reste une idée. Et tant que tu l'as pas confrontée à un marché, par définition, ce sera une idée. Pour autant, quand tu avances, et plus tu avances, et plus tu vas être attentif en fait aux signaux de marché. Et donc tu vas pas monter des boîtes parce que c'est un kiff, parce que tu as l'impression que, mais tu vas plutôt te baser sur un aspect très empirique et des choses qui vont se confronter à toi au fur et à mesure. Donc une approche assez scientifique, même si comme tu as dit, il n'y a pas de une science pour l'entrepreneuriat, puisque chaque business a un peu ses stratégies qui fonctionnent, qui lui sont propres. Quand je faisais justement cette intro, est-ce que c'est plus une science ou un art, je me suis fait la réflexion en me posant, mettant dans la peau du coup, tu vois, de l'audience, et de se dire, ok, c'est une science, mais de se dire potentiellement l'argument de se dire c'est facile pour Scalesia, parce que du coup on fera une petite présentation après, mais tu t'as chez Scalesia. De dire c'est facile pour Scalesia, ils ont déjà une méthode, ils ont déjà une certaine réputation, etc. Qu'est-ce que tu réponds toi justement à cet argument de facilité? Que c'est vrai, déjà. C'est vrai, parce qu'on repart pas avec... on n'arrive pas avec une valise vide, tu vois, à chaque fois. Donc, on bâtit une brand, on bâtit une marque, on bâtit une brand personnelle aussi. On bâtit des assets et des supports aujourd'hui qu'on va avoir. La chaîne YouTube, la newsletter, LinkedIn, le contenu. Donc, forcément, tant qu'on reste et si d'un coup, on se dit, on va vendre des chouquettes, on va peut-être repartir de zéro, tu vois, sur le marché de la boulangerie. Mais globalement, tant qu'on reste quand même dans notre jalon, qui va être l'entrepreneuriat et des entrepreneurs, la prospection, l'acquisition et ainsi de suite, et tous les métiers de la croissance, forcément, on repart pas de zéro. Pour autant, systématiquement, à chaque fois qu'on va monter une boîte, on va quand même appliquer les mêmes méthodologies. Et donc, ça prouve bien qu'il y a une méthodologie si on arrive à le répliquer quand même plusieurs fois. Tu vois ? Si à chaque fois, ça avait été uniquement de l'instinctif, c'est compliqué de faire un 3 sur 3 sur des boîtes que tu vas monter. Ça reste très, très chaud. L'avantage, c'est que les idées, à chaque fois, arrivent d'une problématique qui nous a été remontée. Parce que si tu as déjà un business, tu es confronté au marché. Si tu es confronté au marché, tu as des échanges. Et si tu as des échanges, normalement, tu as des intuitions qui viennent, qui sont plus ou moins fortes et que tu peux facilement aller valider et en fait transformer tes hypothèses derrière en projet concret. Donc en fait, c'est juste sur la vitesse d'exécution et la stratégie derrière qui permet de... Et les ressources. Et les ressources aussi. Forcément, si tu démarres à zéro ou si tu démarres et que tu as une équipe de 20 et que tu as des personnes que tu peux faire décrocher sur des projets, que tu as un collectif d'experts que tu peux faire bosser, que tu as déjà des gens avec qui tu as bossé dans tes anciennes boîtes. Et que tu as déjà de la demande, surtout en fait. Voilà. Forcément, c'est plus simple. Hein. Après, il y a peut-être un point commun, tu vois, pour le débutant pur et dur qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat et Scalesia, c'est que l'énergie, pour concrétiser l'idée, elle est pareille, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que sans énergie, sans vélocité, en fait, au début, t'as pas de résultat. Puis c'est une question d'échelle. Enfin, nous, quand on va lancer un projet, on va peut-être pas viser le 10K par mois en 3 mois, on va peut-être viser le 50K par mois en 3 mois. C'est juste que un débutant, s'il arrive à 10K, déjà tu arrives à 10K par mois en 3 mois, franchement, c'est top, tu vois. Donc après, c'est juste une question d'échelle. Après, c'est l'intensité que tu vas y mettre et ce que tu vas mettre comme ressource, ce que tu vas mettre comme ressource en face. Mais sinon, la méthodologie est exactement la même. Et la différence entre quelqu'un qui fait une boîte à 100 000, quelqu'un qui fait une boîte à 1 million ou à 10 millions, c'est les ressources qu'il y met en face. Et les ressources, c'est les compétences, l'humain, l'argent, et ainsi de suite. Mais sinon, les méthodologies sont pas différentes à proprement parler, en tout cas pour aller chercher rapidement le premier million. D'une boîte à une autre, quoi. Tu vois. C'est d'ailleurs ce que je vais recommander, c'est si tu trouves une formule, plutôt que d'essayer d'aller chercher d'autres formules qui vont te permettre de te booster, prends la formule qui a fonctionné et fais juste plus de ce qui a déjà fonctionné. Tu vois. Augmente le volume. Voilà, et ça prouve bien que c'est une question d'échelle. Ok. Donc, méthode plus approche scientifique, du coup, ce qui correspond bien à Scalesia, puisque toi, du coup, on va quand même te présenter un peu, pour ceux qui ne te connaissent pas. Jules Gardère, toi, t'es arrivé chez Scalesia, t'étais sales. Ouais. T'es passé d'off sales, t'as construit toute l'équipe sales, basiquement, from scratch, de zéro. Et là, aujourd'hui, du coup, t'es CRO, donc Chief Revenu Officer, ce qu'on peut dire un peu architecte de croissance en français, quoi. Ouais, je bosse sur toute la partie revenu, comment on va faire de l'argent, en gros...
à Cash l'échelle de flow, développement de Scalezia et produits. du groupe. Cash flow, développement produit, rétention. Il peut y avoir une partie d'acquisition, une partie de vente, les nouvelles offres, le marché. Moi, continuer à faire un peu de vente, driver les gens. Hmm. Et voilà. Et après, optionnellement, cofondateur aussi de la boîte. Donc, Aussi. Petit détail. après, ça, c'est rien. Léger, T'emmerdes- ouais. Oui, mais t'emmerdes pas avec les détails comme ça. C'est vraiment rien. Donc, c'est pour ça. Donc, forcément, quand t'as un rôle, mais que t'es aussi entrepreneur dans la boîte, Hmm. t'as ton rôle, mais c'est pas complètement hermétique et imperméable. C'est-à-dire que tu discutes tout le temps avec tes associés. En soi, t'es sur un peu tous les sujets, quoi qu'il arrive. Hmm. Donc, multicascade dans la boîte, quoi. Entre produits, Ouais. sales, veille stratégique. Ouais, mais avec quand même une grosse ADN revenu. Tu vois, ce qui Ok. va m'intéresser, c'est vraiment le revenu, quoi. Comment, Donc, vraiment, là, le côté scalabilité, cash flow, Ouais. tout ça. comment Ok. on va faire de l'argent. Avant qu'on rentre du coup dans l'épisode, donc aujourd'hui il y aura 3 parties. Donc les premiers c'est un peu la mentalité, le growth mindset qu'on appelle ça, la mentalité croissance. Mm. Le deuxième c'est les piliers pour toi de construire un business à 50K plus, enfin en tout cas de construire un business scalable et rentable. Et le troisième pilier qui sera du coup ce que toi, ce qu'on dit pas sur le scaling et ce que toi tu ferais si tu repartirais de zéro. Mais avant qu'on plonge là-dedans, ma première question c'est qu'est-ce que c'est toi ta vision sur qu'est-ce qui fait un business scalable et rentable en même temps, de manière générale. Genre. Alors, déjà, je pense que c'est important qu'on définisse la scalabilité dans un premier temps, parce qu'il y en a plein qui confondent le scale et la croissance. Mm. La croissance, si tu fais plus 10%, plus 20, plus 30% tous les ans, et qu'à chaque fois que tu mets une unité, ça te rapporte une unité, en gros, ça, c'est de la croissance. Si à chaque fois, tu investis tous les ans plus dans ta croissance et que ton effectif fait x2 et que ton chiffre d'affaires fait x2 avec, ou x3 et ça fait x3, là, tu fais de la croissance. Dans la notion de scale, il y a une notion de rendement d'échelle. C'est comment tu fais un effet de levier, c'est-à-dire comment tu pars d'un input qui est quasiment le même et comment on va aller sur des échelles à x10, x100, tu vois, dans le scale. Mais il n'y a pas de... Les courbes, elles sont pas linéaires, en fait, enfin, dans le scale. Les courbes, c'est vraiment de la parabole et ça part et ta courbe de coût, globalement, elle reste plutôt en bas. Dans de la croissance, si tu prends des boîtes, je sais pas, comme KPMG et ainsi de suite, tu vois, c'est de la croissance. Ce qu'ils vont rechercher, c'est qu'il va y avoir des courbes de coûts et des courbes de revenus qui vont être globalement linéaires. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse qui m'a permis d'oublier ta question pendant que je faisais la différence. Ta vision sur ce qu'était un business scalable et rentable, qu'est-ce qui fait justement que... Alors, ça dépend des échelles. Ce qui fait ta scalabilité et ta rentabilité quand tu te lances n'est pas la même que quand tu fais déjà 100 000, 1 million et ainsi de suite par mois. Au départ, je pense que c'est ta capacité à aller rapidement chercher des personnes. La vélocité, tu vois. Donc, trouver ton canal d'acquisition, être capable de faire rentrer tes premiers clients et être capable de jongler sur la bonne livraison de tes clients et en même temps, l'investissement que tu vas faire dans ta croissance. Ça, c'est le premier point. Après, tous les business vont pas avoir la même notion. Si tu prends du service, au départ, dans du service, tu es très rentable. Parce que tu es tout seul, tu as ton téléphone, tu as ton ordinateur, tu as une expertise, tu la vends, tu n'as presque pas de coûts et tu vas vendre des tickets à 5, 10, 15, 20 000, parfois en consulting beaucoup plus. Et donc, tu vas faire rapidement de l'argent. Par contre, quand tu vas faire du logiciel, par exemple, si on prend du SaaS, tu vas avoir un gros investissement de départ qui va être le fait d'investir dans une tech. Donc, en fait, tu ne vas pas chercher la rentabilité à proprement parler dès le départ. Il y a peu de chances que tu crées tes premiers euros au début avec ta tech parce que tu as un investissement de départ qui est assez élevé. Par contre, plus tu vas avancer, et en fait, plus tu vas avoir des rendements croissants. Parce qu'une fois que tu as passé ces premières charges fixes d'investissement, là, ça va grandir. À l'inverse, dans le service, là où tu es rentable dès le début, quand tu commences à mettre de l'humain, en général, si tu veux vendre de l'expertise, tu augmentes tes coûts fixes. Tu augmentes tes coûts fixes, et surtout, tu dois gérer de l'humain. Il n'y a rien de plus compliqué que de gérer de l'humain, et il n'y a rien qui coûte plus cher aussi que l'humain quand tu vends du service et que tu vends une expertise. Donc, tu vois, en fonction du business, il n'y a pas de réalité absolue parce que ça va être très relatif au business que tu vas aller développer. Pour autant, si on peut apporter une réponse à ça, ça va être ton offre, une offre qui globalement plaît au marché, un marché qui est solvable,
C'est-à-dire pas la fausse bonne idée de vouloir monter, je sais pas moi, une application pour les étudiants. C'est génial, sauf qu'en fait, les étudiants, ils ont pas un rond. Mm. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont utiliser ton application ou quoi, mais c'est pas ces gens-là qui vont payer. Donc, le fait d'aller sur un marché solvable, ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de sain. Et si on parle d'hygiène en termes de business, ce serait d'aller sur des business qui ont vocation à durer. Par exemple, toutes les personnes qui se sont jetées sur de la crypto à un moment donné, tu vois, et qui ont une croissance qui est indexée sur le marché de la crypto-monnaie, ou toutes les personnes qui se sont jetées sur de l'IA en se disant que l'IA allait faire la différence dans leurs produits, alors qu'ils ne répondaient pas à un problème au départ, en se disant, bah, tiens, je vais pousser un produit avec de l'IA, et comme c'est la tendance, ça va fonctionner. Mm. Ça ne fonctionne pas. À l'inverse, tu as des business qui sont beaucoup moins sexy, mais où si tu as une réflexion sur le long terme, ça va apporter un côté sain. Exemple, si je monte une entreprise de climatisation en Thaïlande, il y a de grandes chances que dans 50 ans, il y ait encore besoin de climatisation, tu vois, en Thaïlande. Mm. Donc ça t'apporte quand même une sérénité, et c'est un des premiers trucs que j'irais regarder, tu vois, si j'allais monter un business. Et, et donc en fait, c'est l'inélasticité de la demande. Si tu as une demande qui est hyper élastique, c'est compliqué, parce que tu peux aller très haut et tu peux aller très bas. Globalement, si tu as une demande qui est inélastique, bah, tu sais que tu vas avoir quand même quelque chose d'assez stable. Peut-être Mm. un peu moins de variations, peut-être un peu moins des moments de coups de poker et ainsi de suite. Mais si on parle, comme tu dis, d'un business sain, pour moi, c'est pas aller chercher systématiquement la variation, tu vois, d'une année à l'autre et d'une tendance à une autre. Et c'est d'observer des tendances, des tendances systémiques qui se maintiennent. On va faire un petit crochet là-dessus parce que je pense que du coup, dans l'audience, on aura pas mal qui soit veulent commencer à monétiser une compétence ou soit qui vont être dans les premières heures de leur Mm. business. Quel conseil, toi, tu donnerais justement à... Parce que t'en as beaucoup qui se disent quel type de business je peux faire, parce qu'on pousse beaucoup, tu vois, en ce moment, je sais pas, des métiers comme le media buying, l'email marketer, etc. Ouais. Là, tu vois, t'as cité un exemple qui est totalement hors scope de ça. Mm. Euh, Est-ce que toi, tu conseillerais plus de vraiment d'aller chercher de l'expérience dans la vie réelle et de baser un business là-dessus, ou au lieu de surfer sur des tendances, de décider sur le champ, par exemple, tiens, je vais faire de l'email marketing Tout dépend si tu te considères comme un businessman ou un entrepreneur. Si tu te considères comme un businessman et que tu as envie de faire des coups, à proprement parler, crypto-monnaie, IA, t'en as qui surfent sur des législations, tu vois. T'as des gens qui ont monté des business juste parce qu'à un moment donné, il y avait le CPF, ou parce que t'as des aides de l'État avec du panneau photovoltaïque. Et c'est OK. Par contre, moi, avoir un business où ça dépend uniquement d'une législation et du bon vouloir de l'État, savoir que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, moi, c'est pas mon kiff. Après, il y en a qui surfent justement sur ces tendances-là. Moi, ça, pour moi, c'est plus une approche businessman. C'est pas bon ou c'est pas bon ou mauvais. Il n'y a pas de souci avec ça. Après, si tu veux être entrepreneur, j'irais plutôt me baser sur une expertise et réfléchir qu'est-ce qui va durer concrètement dans le temps. Ok. Ça, je pense que c'est un impératif. Ok. Donc observer des trucs solides. Et si on revient du coup, parce que c'est quand même le sujet de base du podcast, si on revient du coup sur les deux agences de services que vous avez montées, du coup qui juste pour le détail, une qui est pour les entrepreneurs de 0 à 10 et une autre qui est un service done for you, c'est-à-dire que vous faites à la place des entreprises. Ouais. Et après, Scalesia, Scalesia, l'entité l'agence mère. de Quoi. base, où là, c'est de l'accompagnement pour le coup sur des boîtes qui peuvent être des grands comptes, qui peuvent être de la PME, de la start-up, de la scale-up, des boîtes qui font de 100 000 ou même 50 000, 50 000 par mois à 10 millions par mois, quoi. Sur du B2B, par contre. Donc tu as vraiment l'agence mère et du coup ces deux agences. Et sur le lancement de ces deux agences, est-ce que, surtout toi, qu'est-ce que tu as cherché à optimiser? Est-ce que c'était le CA? Est-ce que c'était la rentabilité? Est-ce que c'était... C'est quoi un peu les KPI au début quoi? Ce que j'ai cherché à optimiser, dans un premier temps, c'était la confrontation au réel, en gros. C'est de pouvoir confronter le produit le plus rapidement et de pouvoir designer un produit qui va pas capoter, où ça va me permettre justement, derrière, d'avoir une base solide pour pouvoir scaler.
C'est-à-dire avoir un produit suffisant. Pourquoi? Parce que tu as plus à perdre à avoir un produit de merde et à commencer à envoyer des gens sur un produit de merde que bâtir tranquillement un produit stable, faire un peu de recherche utilisateur, améliorer au fur et à mesure et rentrer dans une phase de scale dans un second temps. Donc, c'était pas forcément... Tu vas pas chercher la rentabilité dans un premier temps, tu vas plutôt chercher à construire un bon produit solide avec de la satisfaction et des améliorations sur ce produit pour derrière pouvoir dépoter un petit peu plus, tu vois. Moi, ça a été vraiment ce que j'ai recherché dans un premier temps. Et puis dans un second temps, ouais, tu commences à mettre des petits objectifs de chiffre d'affaires. Où là, là c'est... Une fois que tu as validé le produit, une fois que tu as validé Ouais. la demande, etc., Ouais. Mais pour valider le produit, tu as besoin de clients. Et pour avoir des clients, tu as besoin d'avoir un premier canal d'acquisition. Ouais. Donc après, dans la confrontation, moi, ce que je pousse le plus, si tu as besoin de confronter ton produit, c'est avoir un canal d'acquisition avec un peu de vélocité. C'est-à-dire quelque chose où tu vas pouvoir te confronter rapidement à ton marché. Voilà. D'aller chercher de l'information et de builder par rapport à ça, quoi. De l'outbound, en gros. Du setting, du cold call. Je t'aurais dit le call mailing il y a quelques temps, mais plus maintenant. Et là, hors complète, le code mailing en 2025. Trop de merde. On en parlera après, parce que du coup, après, on abordera tout ce qui est offre et justement système d'acquisition. Ouais. Pour fermer cette première partie, c'est plus ou moins ce qu'on a dit là, mais toi, du coup, tu viens vraiment chercher un scaling maîtrisé, c'est-à-dire en escalier un peu, plutôt que, par exemple, un écueil que beaucoup d'entrepreneurs ont, c'est d'aller chercher le maximum de CA, et après, au final, tu te retrouves avec une dette derrière qui est colossale, et tu joues en plus ta réputation d'entrepreneur parfois, quoi. Ouais, ça, c'est un peu ce que je vais reprocher avec le côté vanity metrics, de se dire je fais tant de chiffre d'affaires, mais ça veut rien dire. Enfin, je fais tant de chiffre d'affaires, on sait pas combien t'as de cash derrière, ce que t'as mis, ce que ça a engendré, l'impact que ça a pu avoir dans ta boîte, comment sont traités tes salariés. Peut-être que t'as un départ toutes les semaines parce que les gens ils sont tous en burn-out. Enfin, tu vois, il y a plein de choses en fait qu'il faut savoir derrière. Peut-être que t'as un produit de merde et qu'en fait, dans 6 mois, t'as plus vocation à être là. Parce que tu construis pas un asset, quoi. Tu auras lessivé ton marché et voilà, t'as aucune rétention et puis basta. Non, et puis parce que du coup, bon, on va le dire quand même à la caméra, moi j'ai collaboré sur une des agences, juste pour les records, et pour le coup, je prenais plus de kiff à avoir des résultats clients, et je pense que toi aussi, que forcément d'aller dire ouais, on a fait 90K, quoi. Parce que par exemple, il y avait un mois, on avait pour le coup poussé l'acquisition et derrière, on n'avait pas pu assumer pour délivrer. Et après, on était redescendu à moins de CA, mais plus de satisfaction. Et c'est là, en tant qu'entrepreneur, tu prends le plus de kiff, quoi. Ouais. Et puis, tu redescends un mois, mais une fois que tu as stabilisé, derrière, c'est ça qui te permet de faire x2. Donc, x2 sans plus d'efforts derrière, quoi. Ok. Ça va bien. Parce qu'après, tu pourras peut-être y revenir. J'ai pas tout en tête, ce sur quoi on va venir. Mais oui, effectivement, après, tu as des témoignages, donc tu as des avis, donc tu as quelque chose de positif qui vient se créer. Donc, c'est plus facile de générer de la confiance avec les nouveaux entrants. Tes témoignages, tu vas pouvoir les réutiliser dans ton acquisition, les réutiliser dans ta conversion, donc faire rentrer plus facilement des gens. Des gens aussi, parce qu'on parle souvent de trouver son client cible, mais ça permet aussi de trouver son anti-client au début. Et je pense que c'est encore plus important au départ de trouver son anti-client que son client cible. Mais même l'idée générale et qu'on pourra se mettre d'accord qui résume tout le podcast, c'est avant de dire toi quoi faire pour scaler une boîte, c'est surtout ne pas savoir quoi faire, tu vois. Ouais. Et au fur et à mesure, une fois que tu sais ne pas quoi faire, c'est par essai-erreur, tu viens trouver ce qu'il y a à faire pour scaler justement cette boîte, quoi. Ouais. Ok, bon là, on a déjà un gros morceau sur le mindset, un peu croissance, etc., sur les bonnes pratiques, notamment sur cette approche scientifique. Là, on va basculer plus sur le côté pratique du scaling de business, tout simplement, comment transformer une idée en quelque chose de rentable. Justement, la transition entre les deux, entre cette partie mindset et entre cette partie vraiment skills d'application, c'est quoi pour toi le plus gros chiffre qu'un entrepreneur doit faire pour passer ces étapes en escalier, quoi, justement? 5, 10, 15, 20, 35, 50K. C'est d'accepter qu'il ne pourra pas tout faire tout seul, déjà. Parce que si tu veux passer de 10 000 à 50 000, c'est inévitable, tu ne pourras pas faire tout seul. Donc, le plus gros chiffre, c'est de se dire qu'il faut recruter et que les premières personnes que tu dois recruter,
c'est pas des personnes où tu vas prendre des novices, des débutants et ainsi de suite. Ton noyau, ta core team, ça doit être les personnes les plus costauds au départ. Ça doit pas être. Il y en a beaucoup qui vont se dire ouais, mais j'ai pas d'argent, donc je vais recruter un alternant. Un alternant, c'est un contrat d'apprentissage. Déjà, si t'as rien à lui apprendre sur sa thématique, Mm. tu vois, c'est un peu bizarre. Il vaut mieux que tu prennes une personne qui va savoir exactement quoi faire, qui va dérouler, qui va te libérer de la charge mentale dans un premier temps, Mm. plutôt que de prendre trois alternants que tu vas devoir driver ou ça va pas être fait correctement, parce que l'output de ça, il va être x10. Donc, vraiment accepter de pas tout faire tout seul, documenter pour ce que toi tu as bien fait de ton côté, ben, tu puisses le répliquer. Par exemple, si tu as vendu ben, en tant que fondateur, tu as vendu pour aller chercher 10, 20 000 euros par mois, c'est très bien, sauf qu'il y a de grandes chances que tu aies vendu à la force du poignet au départ, parce que tu Mm. incarnes le produit, parce que tu le connais par cœur, parce que c'est toi qui l'as créé et parce que tu es le fondateur de la boîte. Sauf que demain, on est d'accord que tu vas pas forcément faire les ventes quand ce sera à 2 millions, 3 millions par mois. Tu vas peut-être devoir bâtir une équipe commerciale et ainsi de suite. Mais c'est pour ça que ça, tu dois documenter ton process, ta manière de faire et essayer de théoriser au maximum tout ce que toi, tu as pu faire, que ce soit dans la vente, mais que ce soit dans la livraison aussi. Mm. Si tu as une agence de production vidéo, par exemple, ben, il faut que tu mettes tout le parcours en fait client pour que demain, quand il y a quelqu'un qui arrive, il soit onboardé directement sur des process et non pas sur un feeling, une impression de tiens, ça peut être pas mal si je fais comme ça, comme ça. Mm. Il faut que tout le monde en fait travaille de la même manière. Donc ça, c'est le gros shift, je pense, à faire et que les gens, je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre ça, quoi. Je sais pas pourquoi s'obstiner à prendre des stagiaires systématiquement et des alternants quand tu lances un truc au démarrage. Trouve quelqu'un, si t'as pas les compétences, je sais pas, trouve un associé, lâche 40% de ta boîte et apporter de la complémentarité justement dans les compétences. Mais voilà, faut faire ce shift-là de dire que ça va passer par là. Ah, pourquoi les gens. Je pense qu'il y a trois raisons, tu vois, pourquoi les gens ils recrutent pas. Déjà, d'un, je pense qu'il y a des gens au fond d'eux, ils veulent vraiment pas scaler, c'est-à-dire qu'ils veulent scaler, mais ils ont pas les capacités ni C'est l'envie parce pour le que faire. c'est des rachous surtout, c'est parce qu'ils ont des oursins dans les poches et qu'ils veulent rien payer. Ils veulent rien payer, C'est c'est la ça. seule raison pour laquelle les gens recrutent pas des jambons. Mm. Des jambons de bon. Genre espace bon. Voilà, genre espace bon. Parce que, parce que c'est tout le temps ça. Si tu lui proposes deux profils, tiens, t'as un profil qui a déjà fait ça 10 fois, 10 ans, qui a 10 ans d'expérience là-dedans, ou t'as un alternant, tu donnes pas les prix. La personne, Mm. elle va te dire quoi? Ben oui, mais je vais là-dessus, hein. C'est pareil, hein. Tu mets deux bouteilles de vin, t'en mets une à 5 balles, t'en mets une à 100 balles. Sans avoir goûté, sans connaître les deux domaines, la personne, au départ, elle va prendre Mm. celle à 100 balles. Par contre, si tu lui dis, bah, c'est toi qui dois mettre le coup de carte, bon, je vais peut-être, finalement, il est pas dégueulasse, le vin à 5 balles quand même, hein. Ouais, la Ouais, c'est pas mal. pichette. Bah oui. Ouais, non, mais c'est clair. C'est vrai qu'il y a. Je pense qu'ils ont du mal à justement. Ils pensent qu'ils vont grignoter sur leur rentabilité. Mais surtout, je pense, et ça, je pense que tu as dû aussi l'observer, mais j'ai observé chez des entrepreneurs, tu arrives à 8, 9, 10K, tu te dis, bon, ben là, je commence à être full capacité de production. Mhm. Les gens ne savent pas recruter, je pense, en vrai, surtout. Et toi, qu'est-ce que tu cherches, justement, vu que tu as monté en plus une équipe sales, qu'est-ce que tu cherches chez des premiers Ah bah, je cherche déjà des gens qui vont être fiables. C'est-à-dire que quand tu crées une entreprise, tu as des gens qui peuvent être excellents, mais qui n'ont pas vocation à partir à la guerre avec toi. Hmm. Si tu prends quelqu'un qui a bossé que dans des grands groupes, par exemple, et qui a cet esprit grand groupe de se dire, ben moi je suis un pion de toute manière dans une équipe, et je suis très bien quand on met un carcan et qu'on me met juste sur des process, sur des tâches que je dois répliquer, et ainsi de suite, et qu'il n'y a pas forcément cet esprit-là de touche à tout ou qui a pas cet esprit-là de vraiment se défoncer pour un projet, parce que qu'on se le dise, quand tu vas dans un grand groupe, tu vas pour les ronds, tu vas, si tu veux, pour le baby-foot, les tickets resto, le truc, le prestige, mais tu vas pas pour te défoncer à proprement parler pour un projet. Je suis pas sûr que le mec qui rentre chez Engie ou chez EDF, il soit là, tiens, j'ai envie de me défoncer pour EDF, tu vois. C'est pas trop le truc, en général. Tandis que quand tu rejoins une start-up, une agence, quelque chose où il y a 2, 3, 4 personnes, ben en fait, il faut que tu aies des gens qui soient prêts à aller sur le terrain, qui sont hyper résilients parce qu'il va se passer des choses et il va y avoir des petites secousses à des moments et beaucoup même de turbulences. Hmm. Et donc, il faut des guerriers, quoi, où tu te retournes,
Tu sais, si tu pars et que tu regardes, si tu te retournes à un moment donné et que les mecs ils sont plus là, tu te dis bah merde quoi. C'est pour ça, il y a un petit détail que toi, on a observé chez Scalesia, c'est que limite d'embaucher des gens avec un esprit plus ou moins entrepreneur, si ce n'est même des entrepreneurs, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que tu sais, en fait, tu sais où ils mettent les pieds. De un, on parle à des entrepreneurs, donc forcément, ils comprennent un peu mieux la solution. Moi, dans l'équipe sales, bah, j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Dans les advisors, on a des entrepreneurs. Et dans les experts, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs. Donc, et pareil, là, tu vois, sur le starter pack, Alessandro, ancien entrepreneur. Toi, tu étais ancien entrepreneur. Louis, pareil, ancien entrepreneur. Basile, la même. Antoine Rouvroy, la même. Enfin, il y a plein de personnes qui étaient des entrepreneurs. Et parce que il y a une responsabilisation, en fait, de la part de ces personnes. Déjà, ils comprennent ce qui se passe, ils comprennent les enjeux. Ils ont en général un regard qui est un peu plus transverse aussi, qui n'est pas uniquement leur Ouais. mission, mais donc ils vont comprendre beaucoup plus de choses. Et donc, ça va donner aussi, ça va apporter pas mal de sens, tu vois, quand ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont pas en train de faire quelque chose parce qu'on leur a dit de le faire, mais ils sont en train de le faire parce qu'il y a une cohérence et qu'il y a un tout. Il n'y a rien de pire que Des zéro de prises donner, d'initiative, quoi. ouais, et que de donner à quelqu'un qui aime réfléchir, qui aime la réflexion et qui aime, qui a un esprit, tu vois, vif, que de lui donner quelque chose dont il ne comprend pas l'utilité. Il n'y a rien de pire. Tu veux tuer un gars qui a plein d'idées et qui, justement, est prêt à s'arracher pour la boîte et qui va être un peu touche à tout. Tu lui donnes une tâche, tu lui expliques pas l'utilité et tu lui dis juste, voilà, fais ça et il en sait rien. C'est impossible. Si tu aliènes les gens à leur travail, c'est sûr et certain que ça va capoter. En fait, tu vas complètement les perdre. Donc, il faut faire hyper gaffe aussi au profil parce qu'il y en a qui doivent être drivés à la tâche et il y en a qui doivent être drivés à la mission. Et ça, c'est pas la même chose. Te dire, t'as une mission, c'est celle-là, tiens ta carte blanche, voilà les ressources, ou en tout cas, voilà le résultat et voilà ce que tu dois atteindre toi de ton côté, ou là, j'ai envie que tu répètes un processus, tu vois, et t'as des gens qui sont faits pour différentes tâches. Tu bosses dans un service après-vente, t'as des scripts, t'as des trucs, il va se passer ça, tu vas t'as avoir zéro les mêmes carte machins. blanche, là. Voilà, c'est algorithmique. Ouais. Ça correspond à certaines personnes. Et de toute façon, t'as besoin d'avoir les deux dans une boîte. T'as besoin d'avoir enfin, j'allais dire les petites mains, non pas les petites mains, mais les opérationnels, tu vois, Bien qui sûr. font avancer. Et les mecs qui vont aller chasser, à l'extérieur pour faire grandir la boîte, quoi. Amazon, ils envoient des colis parce qu'il y a des gars qui les emballent. Hein. Ouais. Enfin, tu vois, à un moment donné, C'est pareil. Même truc, quoi. c'est pareil. Bon, il n'y a pas de gars qui emballent chez Scalesia, mais c'est juste T'en sais rien. Tu sais pas ce qu'on est en train de la nouvelle agence. monter. On va monter une 3.0. pizzeria, exactement. Et tu vas voir. Avec la pizza à la Scalesia, du coup. La Scalesia sans Triple olive. anchois, ananas. Exactement. Ok. 2 Scalesia sans olive. Et puis voilà. C'est pas Super. pour rien qu'on a pris un Italien sur le starter pack. C'est vrai qu'on va commencer à recruter À Florence. à Florence. Exactement. Donc tu vas voir, ça va venir. Ça va, tant que c'est pas trop les pays de l'Est. Hein, Ça va pas être la trop boule de de neige. Non, mais on a un autre projet avec des gars de l'Est aussi. Ok. Je Genre, pense que tu veux pas en parler, du coup. Ça... je peux ne pas en parler. Du coup, sur les trois piliers, le premier, je pense, le plus important de tout business, et je pense que là où il y a le plus de débats et le plus aussi de prise de tête de la part des entrepreneurs, c'est l'offre, tout simple. Oui. T'en as déjà parlé un peu au début. Qu'est-ce qui fait pour toi une offre qui se vend? Parce que là, clairement, t'as 2 agences sur les 6 derniers mois qui font plus de 50K maintenant. Il y a quand même un truc, tu vois, sur l'offre à aller chercher. Une offre qui se vend, c'est une offre qui part potentiellement d'un besoin, d'un marché, d'une problématique que tu vas venir résoudre en fait avec une offre. Ça, c'est un premier truc. Maintenant, tu auras une hypothèse, tu vas aller la tester, on l'a dit, tu vas la confronter au marché. Donc, pour la confronter au marché, tu vas essayer de trouver un canal d'acquisition qui est le plus direct. Tu vas pas prendre le SEO, par exemple, si tu as envie de confronter une offre, parce que tu vas pas attendre 6 mois et 500 articles pour avoir la première personne qui va toquer à ta porte et faire une offre qui potentiellement est ratée. Donc, tu discutes avec les gens. Derrière, tu viens faire de la recherche utilisateur et avec tes prospects et avec tes clients. Donc, tes prospects, pourquoi ça les intéresse pas si ça les intéresse pas, et les clients, pourquoi ça les intéresse et ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. À partir de là, tu vas récupérer un maximum d'informations que tu vas pouvoir traiter dans ta recherche utilisateur et que tu vas pouvoir réintégrer dans ton offre.
Et donc, le fait de réintégrer dans ton offre, théoriquement, tu reviens la fois d'après avec une offre qui est beaucoup plus pertinente, peut-être dans son prix, peut-être dans sa manière d'être présentée, et ainsi de suite. Parce que la même offre, le même produit peut être présenté sous différents angles. Donc, il y a la bonne offre et après, il y a aussi la bonne cible. Parfois, tu as la bonne offre qui n'est pas juste sur la bonne cible. La bonne cible. Donc, en fait, tu n'as pas la bonne offre. Tu vois, parce que s'il n'y a pas de bonne offre, en fait, sans bonne cible, ça veut rien dire. C'est pas un truc absolu, tiens, c'est beau, j'ai la bonne offre. Non, tu as la bonne offre s'il y a des gens qui l'achètent, ton offre, globalement. Ou si elle attire des gens, ou si elle répond à une problématique. Attention, c'est pas parce que des gens ne sont pas contents de ton produit que t'as pas la bonne offre ou que t'as pas le bon produit. Au contraire, en général, des gens qui vont un petit peu se plaindre sur certains points de ton offre ou certains points de ton produit ou quand tu as des petites objections, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a une adhérence, mais pas complète. Ça veut dire qu'il manque des choses. Et donc, tu crées une frustration. Parce que s'ils s'en tapaient et que ça répondait à rien, bon, bah, les gens, globalement, ils passent, tu vois. Moi, tu viens me voir, tu me mets une publicité pour du mascara. En fait, je m'en fous, voilà, je m'en branle, tu vois, du truc. Par contre, tu me mets une publicité sur quelque chose qui va commencer à me plaire ou je vais tester un produit et je me rends compte que c'est pas mal, mais il me manque un truc. Tiens, ça va créer une petite frustration. Donc, tu vas te faire un feedback et peut-être que ça, tu vas pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. Et j'ai envie qu'elle fonctionne, ton offre. J'ai envie que ça marche, tu vois. Donc souvent, c'est plus, c'est pas des bugs, c'est juste des manques de features, quoi. Ouais. Et les gens, ils ont l'habitude souvent de ce que j'ai vu, de vouloir changer le macro avant de vouloir changer le micro et tu remontes en fait sur la chaîne de ton offre. Ouais. Et puis par moments, c'est aussi mal expliqué, tu vois. Ou c'est juste mal positionné. T'as des gens qui vont utiliser un CRM pour faire du sales, t'as des gens qui vont utiliser un CRM pour faire du SAV, t'en as qui vont l'utiliser pour de la gestion de projet. Donc en fait, c'est exactement le même produit qui va avoir des utilisations complètement différentes. Dans une salle de sport, t'as des zones cardio, t'as des zones muscu, t'as des zones crossfit, t'as des cours collectifs et ainsi de suite. Si moi, mon but au départ, c'était de prendre de la masse, de faire de la muscu et de me déchirer avec des poids et que tu me présentes que la zone cardio, C'est pas possible. tu vois, t'aurais pu avoir le bon produit, le produit est exactement le même, la salle de sport et ainsi de suite. Par contre, l'offre commerciale et ce que tu me présentes, ce que tu me mets sous le nez, ça correspond juste pas en fait à ce que je recherche aujourd'hui. Ok, et donc là, on a validé l'offre, tu nous dis du coup de mettre le bon message devant les bonnes personnes, d'aller itérer. Une offre, ça se construit, ça se décide pas, quoi. Là, on part du principe, on a déjà le bon mindset, on a l'offre qui est plus ou moins validée. Maintenant, je me dis, vas-y, j'ai envie de vendre plus cher. Ok. Comment est-ce que tu fais, du coup, toi, par rapport au pricing? Est-ce que ça se décide pareil? Est-ce que tu viens faire des tests? Ouais, c'est une bonne question. Comment tu vends plus cher? Potentiellement en apportant plus de valeur dans ton offre, en ajoutant des choses. On parlait de la Scalisia sans olives tout à l'heure. Peut-être que la Scalisia, tu peux lui mettre des olives, un œuf et de la copa. Donc là, tu vends plus cher, tu apportes plus de valeur, les gens, ils sont contents. Petite base crème de... Exactement. Donc ça, tu vois, le supplément et ainsi de suite. Et donc, tu augmentes la valeur de ton offre. La deuxième possibilité, c'est d'aller sur un marché plus solvable, de faire un up market. Donc, aller voir des gens qui ont peut-être plus d'argent. Tu fais du conseil pour les boîtes qui sont entre 0 et 10K. Peut-être que si tu vas voir, je sais pas, tu vas faire du conseil pour des grands comptes, ils auront plus d'argent et donc la valeur perçue, forcément, le problème que tu vas résoudre va peut-être être plus gros. Et donc, en fait, tu es payé pour le problème que tu résous aujourd'hui. Donc, si le problème d'acquisition d'un gros groupe, il leur coûte 5 millions par mois, c'est pas très grave de te payer 15 000 euros par mois si tu viens régler ce problème-là. Ça, c'est une autre possibilité. Troisième possibilité, c'est d'augmenter la confiance par rapport à ton offre. Donc, avoir plus de cas clients, avoir plus d'avis, avoir plus de témoignages. Là, forcément, si la confiance est augmentée par rapport à ton offre, il y a de grandes chances que tu puisses plus pricer ton offre ou que tu puisses plus vendre. C'est pour ça que les gens qui se lancent au départ, quand ils n'ont pas d'historique, ils n'ont pas trop de cas clients à présenter, tu vas pas lui dire tiens, vas-y, fais-moi confiance aveugle, paye-moi 15 000 balles par mois et t'inquiète. Tu vois, ça va pas trop fonctionner. Quand tu commences à avoir un peu d'autorité, un peu de brand, etc., ça peut fonctionner.
Le point de la brand est intéressant aussi, hein. Apple, pourquoi ils vendent aussi cher? Bah, c'est de la brand, donc forcément, il y a un effet premium, il y a un effet luxe, il y a un effet sélectivité. La sélectivité chez Apple, on s'entend, hein, tranquille, hein. Il y a plusieurs milliards de personnes, très certainement, qui ont des produits Apple, donc on fait mieux en termes de sélectivité. Mais sur du luxe, par exemple, la sélectivité est quelque chose, et la rareté est quelque chose qui te permet justement aussi d'aller pricer plus cher. Ça, tu peux l'appliquer dans des produits, dans du service, en B2B aussi. Parfois, le service, même produit, même délivrabilité derrière, tu changes le prix, tu auras deux types de clients différents. Exactement. Donc ça, après, ça, c'est des choses qui doivent se tester, parce que quelque chose qui est plus cher, c'est aussi quelque chose, à nos yeux, qui est mieux, qui a plus de valeur. Et en fait, faut comprendre que le prix, c'est un doudou pour les gens. C'est un refuge qui rassure, le prix. Je te donne un exemple. Tu veux te mettre au kayak, ok? Tu ne connais absolument rien au kayak. Par contre, tu as un budget globalement pas illimité, mais tu vois, tu as 3000 balles pour t'acheter le meilleur kayak de compétition et ainsi de suite, parce que tu as envie de faire des choses sérieuses. Si tu ne connais rien, tu te pointes en boutique ou tu vas sur un site internet et tu as des informations dont tu comprends rien en dessous du kayak parce que tu connais rien au kayak et que d'un côté, tu en as un à 300 balles, l'autre côté, tu en as un à 1500 balles. Si au départ, ton budget n'est pas un problème, tu vas prendre lequel? Celui à 1500 balles. Parce que si c'est la seule information que tu es capable d'analyser, s'il est à 1500 balles, celui-là, ça veut dire qu'il est mieux et qu'il est plus technique. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, c'est un doudou et donc, c'est un refuge, tu vois, dans lequel je vais m'immiscer. Donc, ça, il faut vraiment le comprendre. C'est pas qu'une mauvaise chose. Tu as des grands comptes qui ne prennent pas des prestataires parce que, certain prix, genre. Parce que ces prestataires, en fait, sont pas assez chers. Et que s'ils sont pas assez chers, ils voient pas comment ils vont pouvoir aller chercher la valeur de quelqu'un qui est aussi peu cher. Et donc, c'est un espèce de piège, tu vois, le prix par moment. Et un dernier point sur la manière d'aller pricer plus, qui peut être intéressant, c'est de réduire ton coût. En fait, indirectement, tu vas pricer plus. Par exemple, si tu as un accompagnement sur 6 mois, si tu arrives à condenser la valeur sur 4 mois et que tu arrives à délivrer exactement la même chose, dans ces cas-là, si tu vends au même prix 4 mois versus 6 mois, tu as augmenté ton prix. Tu ne l'as pas augmenté pour le client. Il paye la même chose en 4 mois ou 6 mois. Par contre, en réalité, tu as augmenté ton prix. Parce que ce que tu vends est condensé et te coûte moins cher. Tu vois. Tu reverse engineer un peu le pricing, quoi. Exactement. Ça peut être des méthodologies qui sont oubliées. On pense toujours à comment j'augmente mes prix. Mais les augmentations de prix, elles ne sont pas forcément toujours visibles. Vers l'extérieur, quoi. Tu peux le faire en interne. La grande distrie l'a très bien compris, hein, quand ils font du shrinkflation, où le pot de Nutella, en fait, t'as plus... on peut dire des marques, hein. On n'est pas encore... On n'est pas là, ouais. Pas encore. Si t'as le pot d'1 kilo, à l'époque, il était à 5 balles. Mais si c'est toujours 5 balles, mais que le pot, il y a 800 grammes, t'en vendu plus cher. Tu peux dire ce que tu veux, ils t'ont vendu plus cher. Ils ont augmenté leur prix. Après, en service, c'est toujours un peu touchy, parce que là, de venir modifier un peu le produit pour viser que la renta, c'est toujours un peu... Ça dépend, si t'es capable de condenser le truc. Moi, je préfère, si j'ai envie de monter une boîte de logistique, je préfère passer 2 heures avec Jeff Bezos que 50 heures avec un gars qui est en alternance en logistique. Tu vois? Donc, au final, c'est juste que la valeur, elle est condensée. Donc, si tu es capable d'apporter plus de valeur et de délivrer exactement la même chose, c'est de pas compromettre la valeur que tu mets derrière. T'as des clients qui disent « Ouais, mais attendez, on va passer que tant de temps par mois et ensemble et je comprends pas. Nanana. » Je dis « Mais si tu veux, on peut le faire Si tu veux, on peut ne pas le faire en 4 heures par mois. Si tu veux, on peut le faire en 20 heures par mois. Je suis pas sûr que ce soit l'idée. Mais si tu as envie, on sait aussi le faire en 20 heures. Mais si on peut le faire en 4 heures, il n'y a pas forcément d'intérêt. Tu vois. Très franco-français, ça te dit ouais, c'est de temps pour ce que je paye. Je comprends pas au niveau du temps. Tu réponds pas le dimanche. On s'en fout, en fait, de ce que tu payes. La question, c'est est-ce que si tu payes ça et que tu as réglé tel problème à la fin, est-ce que tu es content? Oui. Bon, bah après, qu'on y ait passé 2 heures, qu'on y ait passé 10 heures, c'est ça, j'ai envie de dire, c'est notre problème, quoi.
T'as aussi un point, je pense, par rapport au pricing, c'est la confiance que t'as. On en revient même, en fait, c'est une feedback qui revient au même. C'est la confiance que t'as au pitch de ton pricing. Ouais. C'est-à-dire que si tu pitches à 2500, mais que tu sais derrière, tu sais, niveau produit, t'es pas encore trop là, etc. Ou je sais pas, ton produit de base, il est à 2000, mais que tu le montes à 3000, le 3000, tu vas pas le pitcher pareil, tu vois. Ouais. Alors Ouais. que parfois, justement, ce qu'on a vu chez Scalisa, je pense que t'as vu chez Scalisa, c'est que t'as tellement une énergie à l'intérieur de ton produit, t'as des bons retours, etc., que t'arrives à pitcher à 4000, en fait, tu le pitches avec une telle confiance que tu t'augmentes naturellement, en fait, ton prix, quoi. Ça c'est ce que je dis aux gens qui démarrent. Il faut que je mette à quel prix. Tu le mets au prix auquel tu es à l'aise Tu de le le sens. vendre. Tu vois, ça, c'est un, ça, c'est un vrai point. Et après, de toute façon, il faut aller tester son prix. Pareil, moi, dans les pitchs, j'ai testé plein de choses. Tu vois, il y en a qui disent il faut annoncer le prix à la toute fin. Il y en a non, mais il faut pas annoncer le prix à la toute fin. Moi, j'ai décidé de faire un entre-deux, c'est-à-dire je donne une fourchette de prix sur une découverte pour aller qualifier la personne, justement, savoir, bon, ben voilà, si tu es prête à lâcher 500 balles par mois ou 10 000 euros par mois, j'ai besoin de le savoir. Parce que si c'est 500 balles par mois, ça sert à rien qu'on aille sur la suite. Mm. Donc, je vais pas essayer d'avoir quelque chose de très précis, mais simplement avoir une première fourchette. Et après, ce que j'aime bien, moi, c'est donner le prix au tout début de mon pitch, avant d'expliquer vraiment la formule et avant d'expliquer mon offre. Rien Par à exemple, cacher, après, c'est voilà. full valeur. En fait, c'est de pas garder le prix en otage. Certaines personnes te diront oui, mais tant que t'as pas pitché, t'as pas créé la valeur, donc la personne, elle peut pas comprendre ton prix parce que t'as pas encore créé la valeur. Mais si sur 30 minutes de découverte et 1 heure de démo, par exemple, t'attends les 5 dernières minutes pour apporter de la valeur à la personne, je peux t'assurer que ça risque pas de fonctionner. Donc il faut pas croire que parce que t'as pas pitché, t'as pas apporté de valeur à la personne. Donc on s'en fout, en fait. T'as réussi déjà à créer de la valeur par tes questions, par la pertinence, par ta posture, par l'expertise et parce que tu as pu aider la personne tout simplement euh, dans son business. Donc, c'est pas une bonne idée, je trouve, de prendre le prix en otage, parce que c'est exactement comme si je t'emmenais dans une concession, je te fais essayer euh, la dernière Porsche, ah, je te fais monter dedans et tout, tiens, tu veux faire un tour, ouais, vas-y, ah, ça te plaît? Ouais, ouais, bah ouais, c'est charmé, mais c'est combien? T'inquiète, T'inquiète. viens, je te fais monter dans une autre Porsche, là, encore plus T'as vénère et touché, tout. tu payes, mec. Tu vas voir, c'est encore plus vénère celle-là. Vas-y, fais un tour et tout. Ça te plaît? Ouais, bah ouais, mais c'est combien? Non, non, mais t'inquiète pas, vas-y, on va faire encore un peu le tour de la concession. Et en fait, à la fin, tu vas te dire, c'est 100 000. Bah ouais, mais la personne, elle peut pas se projeter. Mhm. Tu peux pas projeter quelqu'un sans un prix. C'est pas possible, tu vois. Donc, je préfère lui donner. Et au moins, tout ce que je vais lui dire derrière, c'est bon, elle est pas là en mode, oh, mais c'est bien, mais combien ça coûte? Ouais, mais c'est bien, mais combien ça coûte? Je te le donne. Et derrière, on déroule et au moins, tu te projettes, tu vois, Même si tu dans te ce mets à que la je vais place du faire. prospect, tu retires un certain stress, tu vois. Tu te dis, ok, vas-y, Ouais. on a percé le truc. Et maintenant, en fait, tu viens juste ajouter des briques par rapport à ce prix-là, en fait. Et si tu termines ton pitch par le prix, à ton avis, de quoi vous allez parler dès que tu auras arrêté ton pitch? Bah, tu vas arriver du oui ou du non, quoi, du prix, quoi. Du prix. Vous allez parler du prix. Tandis que si tu démarres par le prix et que derrière, tu apportes aussi la valeur, Tu vas vous parler allez des parler features aussi. plus de ce qu'il y a à l'intérieur de l'offre. Ouais. On n'a pas envie de terminer. Les mecs, ils disent ouais, j'ai des objections au niveau du budget. Mais c'est toi qui l'as créé l'objection. Tu balances ton prix et tu prends une grande bouffée d'oxygène et tu fais comme ça, genre en Mhm. mode silence, plus rien. Mec, bien évidemment, on va parler du prix. En fait, tu l'as sacralisé comme on peut pas plus le sacraliser, le prix. Tu l'as mis Mhm. tout en haut du truc comme si c'était la caractéristique la plus importante. Le prix, c'est une fonctionnalité de ton offre. C'est une caractéristique comme les autres. Donc, elle doit être traitée comme les autres. C'est-à-dire comme une information neutre que tu viens amener dans ton pitch. Point barre. Donc, en fait, elle fait partie, tu vois, des choses que tu maîtrises comme les autres, quoi. Ça fait juste partie du processus Ouais, il faut être à l'aise normal. avec le truc. Si on parle de prix, du coup, je pense qu'on fait un backwards. On arrive à la fin du produit, on remonte. Si on parle d'acquisition, euh, on parlait tout à l'heure c'est bien de savoir, avant de savoir quoi faire, c'est bien de savoir ne pas quoi faire. Mm. Si on parle d'acquisition, toi, sur les agences, qu'est-ce que tu conseillerais de pas faire? Parce que tout le monde parle de, OK, on fait du setting, du call call, etc. C'était quoi les erreurs sur le niveau de l'acquise? Euh, les erreurs, comme je disais, c'est de prendre un canal. Alors, la première erreur, déjà, c'est d'attendre le rebond. C'est d'attendre systématiquement la balle, de dire, tiens, ben,
J'attends une recommandation, j'attends qu'on parle de moi, j'attends du bouche à oreille. Je fais un site, j'attends que les gens arrivent sur mon site. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Des mecs qui font un site. Ah ouais, mais attends, je vais mettre 15 000 balles dans un site. Génial, mais du coup, ton site, les gens, il faut qu'ils le voient, tu vois. Enfin, c'est comme si tu créais un palace à Angoulême, tu vois. Tu peux faire un palace de fou furieux. Euh, Si le truc, il y a personne qui passe devant, tu vois, on s'en tape, hein, et si c'est pas la clientèle. Donc, au lieu d'investir dans un premier temps sur le gros produit, sur le gros truc, sur le site internet, ben, investis sur un canal d'acquisition prédictible, tu vois. Investis sur quelque chose qui va te permettre d'apporter de la vélocité et d'avoir un feedback rapide de la part du marché. Arrête, en fait, sors le plus rapidement possible d'un point de vue acquisition de la démo. Et donc, n'attends pas le rebond. Quand je dis la démo, c'est le mode démo. Tu as toujours dans les jeux ou dans les trucs un peu d'argent, tu peux jouer en démo, tu peux parier de l'argent fictif, et puis après, à un moment donné, tu peux décider d'y aller avec ton vrai oseille et tu vois, et d'aller tester. Donc, le mode démo, il sert un peu à tester le truc. Sors de la démo le plus rapidement possible. Va te confronter au truc, vas-y directement, vas-y cash, et tu verras, parce que tu peux faire 10 ans en démo, quand tu vas arriver, ce que tu vas prendre dans la tête, ça va être la même chose. Et ça va être encore pire si tu pensais te faire la main sur la démo et si tu pensais que tout ce que tu avais testé en Est-ce démo, que tu vas juste ça allait renforcer te tes servir. convictions? Tu vas juste faire grandir un mur où, quand tu vas te prendre dans la gueule, il va être encore pire. Ouais. C'est tout ce qui va se passer. Tu vas te faire des convictions basées sur rien, quoi. Exactement, mon cher Jocelyn. Non, monsieur Gardin. Par rapport à ça, du coup, ok, là, tu valides un canal d'acquisition. Super, tu commences à faire tes premières ventes. Tu montes à 5, 10, 20, 15K. Ce qui marche à 10K ne marchera pas à 50K. Est-ce que c'est vrai pour toi? Oui et non. Parce que comme je te disais, si tu trouves une formule, globalement, la formule que tu trouves à 10K, ça peut t'amener à 50K. Si le cold call t'a amené à 10K, le cold call peut t'amener à 50K. Donc en fait, tu peux faire grimper, tu vois, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est faux souvent dans la livraison. À 50K, tu dois avoir un meilleur produit qu'à 10K. Donc, c'est pas parce que ton produit a fonctionné à 10K qu'il fonctionnera de la même manière à 50K, parce qu'il y a plus d'attentes. Et pareil au niveau du prix. Ce qui fonctionne quand tu as un prix bas, ça veut pas dire que ça fonctionnera. Si tu augmentes le prix, il y aura aussi des attentes qui seront plus élevées. Et donc, s'il y a des attentes plus élevées, tu es obligé de changer aussi ton produit. Tu peux pas Après, c'est délivrer peut-être la aussi même valeur. question d'opportunité. Je sais pas, par exemple, si tu as des beaux témoignages qui ont été tournés, de les balancer en ads, etc. Quoi. Ouais. C'est pas juste c'est parce que là, en fait, encore une fois, tu as eu l'opportunité, t'as pas décidé que Ouais. ça allait être pertinent. Quoi. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est juste de te confronter, tu vois, systématiquement le plus possible. Donc ça, peu importe si tu viens diversifier à un moment, apporter un autre canal, t'en auras besoin parce que tu auras une érosion naturelle, tu vois, sur le canal. Mais pour moi, si on prend l'échelle 10-50, ce que tu as fait pour aller à 10, Ça marchera ça pour roule aller là, pour 50, ça n'a pas de souci. Pour aller à 100? Pour aller à 100, en fonction de ton marché, ouais, ça peut fonctionner. Parce que je vois pas de canaux aujourd'hui en outbound qui plafonnent. Euh, je vois pas un canal où tu peux aller chercher des clients, je sais pas, sur ce canal-là, que tu peux pas faire, par exemple, en call call. Ça n'existe pas, globalement. À part, peut-être, aller, tu sais, sur des gens qui sont vraiment intouchables. Je sais pas, si tu veux aller faire du setting avec le président de la République, bon, c'est peut-être pas... Tu vois, il va falloir passer par des sphères, mais c'est des trucs qui sont un peu différents. Après, à partir du moment où ça, c'est juste le fait d'avoir le numéro de téléphone, à partir du moment où tu as la personne au téléphone, ou par exemple sur LinkedIn ou autre, donc c'est ces canaux-là qui te permettent cette vélocité. Là, on a eu avec des clients, alors je parle du président, c'est marrant, on a fait du setting, c'était le cabinet de l'Élysée en setting sur LinkedIn, on a seté Interpol. Je savais même pas que c'était un lead. Troisième. Je ne savais pas que c'était un lead Interpol. Pour moi, Interpol, c'était voilà, les Mais tu sais menottes, quoi? Tu châteaux, sais la stagiaire, tu sais la PR, tu sais. Non. En fait, Interpol. Alors,
je vais pas me mettre dans une sauce comme ça à parler d'Interpol et j'en sais rien de qui il y a exactement à l'intérieur et j'ai pas envie non plus qu'on vienne me chercher chez moi demain. Donc, Interpol, ils ont forcément des systèmes de sécurité, des systèmes d'information, parce que tu as plein d'informations qui transitent un petit peu à droite, à Mhm. gauche. Donc, ils ont des systèmes exactement comme les autres grosses boîtes qui ont autant de data. Donc, ces personnes-là, ils peuvent avoir besoin de conseils sur de la sécurité ou ils ont besoin forcément d'outils aussi sur de la sécurité, sur les systèmes d'information, etc., etc. T'as bien des gars qui vendent des systèmes d'information. Mhm. C'est pareil. À l'Élysée, ils ont bien des outils, ils ont bien des trucs. Tout n'est pas toujours développé en interne, tu vois, Mhm. tout ce qui est utilisé. Euh, Il y a bien des mecs qui vendent des fournitures à l'Élysée. Enfin, Ouais, ils ont des stylos, t'en ils as ont même des beaucoup, trucs, ouais, des voilà, prestataires externes. pour écrire. Il faut bien qu'ils les achètent à quelqu'un. Donc, à un moment donné, il y a bien du business. C'est parce que quand tu te dis ça, tu te dis, non, mais c'est le mec, c'est le politique. Macron, il va pas avoir le temps d'acheter les stylos Bic. Ben oui, il n'a pas le temps d'acheter les stylos Bic. Mais après, l'Élysée, il y a plein de Il y a une gens, tu team de vois, qui 200. sont là pour ça et dont c'est le rôle. Il y a des responsables des achats, il y a des gens qui viennent négocier, il y a des gens qui parlent à des partenaires, des prestataires. Donc, tu peux aller chercher ces gens-là, ils sont aussi sur LinkedIn, Mhm. c'est leur taf d'avoir des Je serais prestataires. curieux de voir le message, juste pour bien comprendre. Vous cherchez des criminels en Europe ou aux US aussi? Ou aux US. Non, mais c'est pour ça, tu vois, après, c'est toujours les angles, les approches. Après, il y en a où il faut apporter plus de Plus de contenu, plus valeur, de ouais. matière. Tu vas pas aller citer si tu vends des trucs à 1 million d'euros. Je sais pas, si tu vas citer des gens chez Airbus, Mhm. tu vas pas arriver avec un message en mode ouais, salut, nous on fait des on fait des réacteurs d'avion, ça te dit qu'on discute, tu vois. Il y aura très certainement une approche un peu plus informelle dans la discussion, de créer une relation, etc., etc. Mais après, Ouais, t'as des ça, codes à c'est la adopter, quoi. méthodologie qu'on y met derrière. C'est pas une question de canal, Mhm. tu vois. C'est une question de méthodo dans la manière d'utiliser ça. Spot on. T'as une offre qui se vend, t'as craqué ton canal d'acquisition, tu commences à faire pas mal de cash, t'arrives aux 30, 40, 50K, même plus. Mhm. Du coup, on arrive sur un sujet qui, toi, forcément te concerne au quotidien, c'est la gestion du BFR, c'est-à-dire du cash flow, du Mhm. fonds de roulement. Il y a une phrase qui dit la mauvaise gestion du BFR tue plus. On la refait. Mauvaise gestion du BFR tue plus d'entreprises que le manque de clients. Comment est-ce que c'est quoi, toi, ton take là-dessus? Comment Bah, est-ce que tu fais au quotidien? c'est vrai. C'est vrai, parce que si t'es comme un savant fou à te dire, tiens, je fais rentrer des clients, je teste des trucs et on regarde pas le compte en banque, ça peut être compliqué, Mm. hein. Je connais des entrepreneurs, ils savent même pas, ils délivrent des missions, ils savent même pas si le gars a payé, pas payé, ou alors ils s'en rendront compte un mois après, ils ont déjà engagé des frais. Enfin, c'est un vrai sujet. Et il faut pas confondre ce que tu vends, ce que tu signes, ce que tu factures et ce que tu encaisses. Mm. Tu vois? C'est des choses différentes. Il y en a, la facturation, c'est de l'écriture comptable. Tu as facturé tant sur le mois, ça veut pas dire que tu l'as sur le compte. Parce qu'une fois que tu as facturé, que tu as envoyé la facture au client, parfois c'est à plus 30 jours, parfois il y en a qui vont avoir des retards dans le paiement, etc. Donc en fait, tu vas avoir un encaissement qui est aussi retardé. Donc parfois, tu as un spread qui vient se créer. Parfois, tu vas même facturer, je sais pas, tu peux facturer 200 000 sur un mois et encaisser 300 000. Ça arrive. Tu récupères des anciens retards de paiement de gens que tu as facturés avant, qui vont payer le mois d'après, et donc en fait, tu as un décalage positif dans ce que tu vas encaisser, Mm. parce que tu as un rattrapage. Bon, ben ça, c'est une réalité. Donc, il faut pouvoir jongler avec ça. Et après, ben, comment on jongle avec ça? Déjà, en ayant les bons outils, les bonnes informations, ça c'est la première étape, ce qui n'est pas toujours évident à une certaine échelle. Ok, parce que quand tu commences à avoir des prestataires à droite à gauche, des prix qui vont fluctuer, des gens que tu payes à 30 jours, des gens que tu payes maintenant, etc., etc. Bon, ça peut être un peu compliqué. Donc, ce que tu dois faire, c'est encaisser le plus rapidement possible tes clients Mm. et le plus gros montant possible à court terme. Donc, le plus rapidement possible, c'est tu me payes pas à 30 jours, tu me payes maintenant. Et en plus de ça, tu vas pas payer en abonnement, mais tu vas payer en one shot. Tu vas pas payer en mensuel, mais en one shot. Et à l'inverse, ce que tu dois faire, c'est payer tes prestataires le plus tard possible. Donc, tu vas pas les payer directement, tu vas essayer de les payer à 30 jours et à 60 jours. Comme ça te permet rapidement de faire rentrer du cash, où tu sais que tu as toujours ce cash-là qui est sécurisé, Mm. et tu le sors après, le cash, pour tes prestataires.
Donc, ça veut dire que tu as de l'argent que tu peux stacker ou que tu peux utiliser pour pouvoir réinvestir systématiquement dans ta croissance et faire de l'investissement, etc., etc. T'en as beaucoup qui, aussi, avec les ads, vont se cramer. Ils vont se cramer parce que ils disent, ben moi, je suis rentable, 1 € investi me rapporte tant. Tu sais, c'est le fameux truc des ads, le ROAS. J'investis 1 €, ça me rapporte 2 €. Et donc, les mecs, ils y vont, ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent. Sauf que l'euro que tu as investi à J0, il te rapporte 2 € quand? Dans 2 jours? Dans 30 jours? Dans 60 jours ou dans 80 jours? Mm. Tu sais pas. Enfin, tu dois le savoir, mais tu ne le sais pas toujours. Ce qui veut dire que l'euro sur la régie publicitaire, par exemple Meta, tu vas dépenser 10, 20, 30, 50, 100, 1000 euros. Tu vas le dépenser à la journée. Et ça, c'est débité à la journée. Tu vois? Donc, en fait, ta dépense, ton coût, il va baisser, enfin, il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter. Et derrière, ton encaissement, il n'est pas de suite. Donc, l'euro que tu as investi à l'instant T, tu le réencaisses pas de suite, quand bien même tu le rencaisserais x2. Mm. Ce qui veut dire qu'il y a un spread qui va se créer où tu vas dépenser, ça va baisser cette partie-là. Et ça va grossir. Et à un moment, tu vas encaisser. Donc là, ton spread, il va revenir et tu vas le récupérer. Tu vas recontinuer à dépenser et ainsi de suite. Et après, boum, il va y avoir à nouveau un spread. Mais sauf que si tu encaisses trop tard et que tu te dis, ouais, mais moi, de toute façon, je peux envoyer 200 000 € en ads, puisqu'à chaque fois que j'investis 1 €, j'en récupère 2, ben c'est faux. C'est faux. Parce que ce que tu vas dépenser, à un moment donné, tu vas avoir une merde dans ta trésorerie. Mm. S'il y a 100% de ton acquisition, même 90% de ton acquisition qui vient dans les ads. Parce que tu n'auras pas de quoi financer ce que tu dois sortir à l'instant T. Et ça, ce ne sera pas un problème de rentabilité. En soi, c'est rentable d'investir dans les ads. Et ton entreprise est rentable parce que tu vends. Mais ce sera un problème de cash flow. Parce que tu sors à l'instant T et t'encaisses à 60 jours. Et ça, tu as des boîtes qui se tuent comme ça, mais même à très grande échelle. Parce que justement, quand tu commences à... Ça va vite, hein, quand tu commences à envoyer dans les ads et tout, ça peut vite faire mal. Et justement, en plus, dans les ads, tout à l'heure, tu parlais, je vois pas un canal qui pourrait avoir un espèce de plafond de verre. Pour le coup, les ads, c'en a un plus ou moins, parce que tu peux scaler très rapidement, mais à partir d'un certain budget dépensé, en fait, tu rentres dans une ligue où tu as, pour trouver, par exemple, sur des mots-clés, où tu compites avec des mecs qui dépensent 4 fois plus que toi. En fait, tu peux scaler, mais après, ça fait un peu là où qui cross et tu peux vite redescendre. En fait, tu vas continuer à scaler, tu auras juste un coût d'acquisition qui va augmenter. Ouais. C'est tout. Et de toute façon, le scale sur les ads, tu peux le copier sur le scale de ta boîte, ça se fait par test et phase d'itération, quoi, en escalier, un peu. Exactement. Très bien, monsieur Gardère, autre chose sur la gestion de cash flow? Puisque t'es le... Non, c'est déjà bien. Après, moi, je suis pas DAF, je suis pas là pour donner des conseils, juste appliquer un peu de bon sens sur sa boîte et être attentif à ces choses-là parce que vraiment, ça peut mais littéralement te tuer, quoi. T'es pas DAF, mais après, comme on disait, on revient un peu au début, t'es quand même CEO, donc c'est drivé par le revenu. Ouais. Tu peux pas parler de revenus sans parler de coûts. Sans parler de coûts. Ouais, certaines personnes qui pensent que oui, mais c'est pas possible. C'est quoi la place qu'occupe la data, toi, dans ton activité au jour le jour, là, du coup? Ah bah, une grande partie, parce que la data, ça va du chiffre d'affaires que tu réalises tous les mois. Mais ça va être ton pourcentage de no-show, ça va être ton pourcentage de qualification, ça va être le pourcentage de closing au global, par canaux, par sales, par produit. Donc en fait, tu vois, il va y avoir plein de choses qui vont intervenir dans la data. C'est le nombre de leads que tu vas générer, le nombre de découvertes générées. Donc en fait, il y a tout un scope au niveau de la data. Et tu es obligé, ça, de l'analyser parce que juste de changer de quelques pourcentages certaines choses, ça peut avoir des impacts à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros. Parfois, tu viens chercher 10% de taux de no-show en moins et tu fais 500 000 € en plus à la fin de l'année. Voilà. Sauf que les gens, ils vont se focus en général sur une métrique. Ouais, je vais augmenter mon taux de closing et mon nombre de leads. Mais tu sais le nombre de trucs qu'il y a entre le nombre de leads et le taux de closing? Tu sais combien d'étapes il y a et combien il y a potentiellement de paniers percés entre les deux? Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples à améliorer que le taux de closing et le nombre de leads. Vraiment, à l'intérieur, avec des actions très très simples. Donc tu peux retourner un business ou retourner un pôle commercial. Je le vois en consultation ou autre.
consultation. Je suis pas ostéo, mais sur des coachings, quoi. Tes patients. Tu peux retourner un pôle commercial si tu regardes et tu analyses bien la data, juste en trouvant les goulets d'étranglement et en les réglant, et on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros en plus, sans problème. Encore une fois, on revient un peu au même truc que le pricing, au lieu d'aller chercher de l'autre côté, c'est-à-dire chez le client. Regarde déjà ce que tu peux améliorer dans ton business. Tu vois. Et tu peux avoir souvent plein de trucs à les faire sauter. Top. Masterclass sur les 3 piliers pour monter un business à 50K+. Maintenant, on va passer sur un peu plus ce que personne ne dit sur le scaling. Parce que tout le monde clame ses réussites sur Internet. Je fais 250K à l'année. J'ai fait tant X, Y, Z. Toi, si on devait repartir, justement, si on prend l'inverse, qu'est-ce que tu referais différemment par rapport à ces agences que vous avez mis en place? Ok. Alors, déjà, le cash flow, je ferai plus attention au cash flow et ainsi de suite, mais on en a parlé. Je recruterai moins vite. Ok. C'est sûr. C'est-à-dire, j'irai pas chercher à pallier des problèmes de process avec de l'humain. Parfois, il y a des trucs qui capotent en fait dans la boîte, mais c'est juste du process, c'est juste que la ressource, elle n'est pas bien utilisée. Et donc, tu as l'impression que tu manques de temps, mais tu manques pas de temps parce que tu n'as pas assez de gens, tu manques de temps parce que tu n'es pas organisé, par exemple. Et donc, tu vas aller recruter quelqu'un. Et donc, en fait, tu vas commencer à empiler comme ça, tu vois. Et plus tu empiles et plus tu as de gens à gérer. Et donc, plus tu es dans du management et de la gestion de merde et non pas dans la résolution des vrais problèmes, en fait. Donc, tu mets des pansements sur des hémorragies. Et ça, ça peut être un gros problème. Donc, tranquille sur le recrutement et je virerai rapidement. Je recruterai lentement et je virerai beaucoup plus rapidement. Ok. Et quand je dis virer plus rapidement, c'est en interne et avec les prestataires. Ça, c'est le 3e truc que je ferai à coup sûr. Je collerai au cul d'absolument tout le monde. Tous les prestataires, tu fais pas le taf une fois, mais tu feras pas le taf 2 fois puisque tu seras plus là la 2e fois. Tu vois ? Si tranquille, après c'est pas ça dépend, tu vois, de la gravité du truc et ainsi de suite. Ouais. Mais en gros, beaucoup moins gentil et bien plus intransigeant parce que tu te rends compte que si tu laisses des petites libertés, si tu bosses avec une personne, c'est cool, tu discutes et ainsi de suite. Mais si tu bosses avec, tu vois, on a eu plein d'experts ou on a eu des prestats à droite à gauche, plus des gens en interne dans la boîte, plus quand tu bosses avec 50 personnes, en fait, la petite liberté x 50, ou le petit truc que t'as pas voulu négocier sur un prix et ainsi de suite, x 50, bah à la fin, c'est littéralement ce qui te met dans la sauce. Quand tu vois à combien ça peut se jouer la rentabilité d'une boîte et comment rapidement tu peux être dans une sauce, donc je collerai au cul de tout le monde. C'est-à-dire, j'aurai des dossiers, j'aurai des piles de dossiers comme ça sur le bureau. Là, lui, le prestat là, le prestat là, le prestat là. Tu dois faire ça, t'en es où ? Qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi ça s'est pas mis en place ? Dans combien de temps on le met en place ? Et ainsi de suite. Et en fait, pas de bobard, tu vois. Genre, ok, bon, donc dans ces cas-là, la semaine prochaine, c'est fait. Oui. Eh ben génial. Ça, après, ça, c'est un rôle de COO+, tu vois. D'opération. Structuration. De structuration, d'avoir un regard transverse sur tout ce qui est en train de se passer, faire en sorte qu'il n'y ait pas de grain de sable à l'intérieur de ça. Et que, littéralement, tout le monde soit en train de faire le taf quand il faut faire le taf et dans le temps imparti. Donc, je collerai au cul, mais de tout le monde pour que ce soit bien fait. Et si c'est pas bien fait, j'arrêterai ce truc de me raconter l'histoire personnelle de ça va bien se passer, ça va le faire, il y a plein de bonne volonté, et ainsi de suite. La bonne volonté, le ça va bien se passer et tout, garde-le avec tes potes, c'est dans un truc amical, etc. Si tu bosses, malheureusement, il y a des moments où... Des choses différentes, quoi. Voilà. Ok. Et personne n'était visé dans cette salle. Non. Et ok, donc si tu referais, toi, ce serait surtout sur la gestion, avoir les yeux un peu partout dans toute la boîte, quoi, concrètement. Là, c'est vrai que ça c'est aussi une erreur que j'avais fait quand j'étais arrivé chez Scalesien, c'est de regarder que du côté des sales et de chez nous. Alors qu'en fait, quand tu as quand même tout un écosystème de gens qui sont impliqués sur ton produit, regarde à ce qui se passe à tous les étages de ton produit, tu vois. Ouais. Parce que tu peux avoir un trou d'air en fait qui te nique tout le reste, quoi, tout simplement. Exactement. Et ce que je ferai aussi, je créerai du cash, je chercherai à créer du cash. Une fois que j'ai créé ce cash, je chercherai à le sécuriser
Et une fois que je l'ai sécurisé, je chercherai à le multiplier. Un peu comme un bon investisseur va le faire. Le problème, par exemple, tu vois, tu as beaucoup d'infopreneurs, ils ont créé énormément de cash, sauf que, comme des cons, ils sont allés le dépenser dans des merdes à droite, à gauche, dans des bagnoles, dans des montres, quoique des montres, tu peux capitaliser un peu dessus, mais bon, pas, il faut un peu s'y connaître et se pencher dessus, dans des nuits d'hôtel à je sais pas combien, et en fait, ils ne sécurisent rien. Mais si tu crées du cash, sécurise-le sur des trucs, des placements, machin, des trucs où ça va pouvoir tourner et c'est propre. Et une fois que tu as sécurisé ton cash, une partie, tu essayes de le multiplier, mais tu joues que avec une partie que tu es prête à perdre pour pouvoir aller faire des multiples, mais avec du cash qui est déjà sécurisé. Donc j'irai vraiment travailler, tu vois, sur ces 3 étapes. Par contre, je garderai systématiquement cette sécurité, ce matelas de sécurité qui te permet d'être résilient sur les mois d'après. D'avoir ton cash flow et puis après, tu construis ton écosystème, Ouais. autour, quoi. Ok. Et donc là, on a fait les erreurs. Si toi, demain, là, c'est vraiment perso, hein, c'est pas Scalesia, tu ferais quoi comme business, genre si tu repartais de zéro sans cash ni réseau, ni rien. À part les pizzerias, du coup. Si je devais... là, je repars. Tu repars de zéro. J'ai pas de ressources, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Ouais. Qu'est-ce que je fais? T'as tes connaissances quand même que t'as acquises chez Scalesia et tout. Tu ferais quoi, là? Je ferais peut-être un petit peu de prostitution sur la première semaine pour me refaire rapidement. Ouais. Et puis après, très certainement un business de service où j'irai cibler les grands comptes. Parce que la prostitution, c'est pas du service. Si, mais c'est différent. Il y a un côté... Il y a un côté un peu d'Arcos qui, je pense, de vendre mon corps, qui à un moment peut-être m'irriterait un petit peu et mentalement et très certainement à d'autres endroits. Et donc non. Voilà. Donc je pense que sur le long terme, c'est pas tenable. Donc sur un business un peu plus sérieux et un peu moins dark, j'irai vendre à des cibles qui ont de l'argent, en fait, Alors, non, tu sais quoi? Soit je vais vendre à des cibles qui ont de l'argent sur du consulting et des gens qui sont prêts à me payer, mais vraiment payer, tu vois? Et donc, j'irai vendre une expertise. Et là, j'attaque le truc directement et après, tu es tranquille et tu vends ton temps. Si j'ai envie d'être là-dedans, ou après, peut-être que je vais rescaler à un moment, recruter, amener d'autres personnes et d'autres expertises dans la boîte pour repartir dans un mode entrepreneuriat. Soit je vais faire l'exact opposé, c'est-à-dire que je vais vendre des petits tickets où je m'emmerde pas, mais par contre, tu me vois pas dans les appels. Ouais, Genre, full automatisé. je rebondis sur, je me crée une brand personnelle hyper forte. Je fais des podcasts, je fais des vidéos, je fais des publications LinkedIn, je fais peut-être une newsletter, une chaîne YouTube, mais je bombarde vraiment sur du contenu pour me créer une énorme communauté avec des gens qui sont ultra fans. Et dans ces personnes-là, qui seraient ultra fans. La brand, tu l'as créée autour de toi, ta personne, ou autour d'un service. Ouais, alors là, si moi je dois remonter un truc, étant donné que j'ai pas d'objectif de revente, je créerai autour de moi. Ouais. Et derrière, je sais pas, j'irai faire un groupe WhatsApp, par exemple, où tu payes 50 balles par mois. Et sur ce groupe WhatsApp, tu peux me poser toutes les questions. Allez, non, peut-être pas 50 balles, 200 balles, tu vois. Ouais. Un truc à 200 balles par mois. Et dedans, tu peux me poser toutes les questions. Et je chercherai à avoir, grâce au réseau, grâce à la brand, je sais pas, 1000 personnes, tu vois, dans ce groupe WhatsApp, ou même avant 1000, 500, tu vois, pour que ce soit à peu près gérable. Et 500 personnes qui te payent 200 balles, tu fais 50 000 euros, 100 000 euros. Tu fais 100 000 euros et t'es solo. T'as des prestataires, t'as des monteurs, t'as des trucs, tu vois, ça déroule. Et peut-être que 500 personnes, s'ils te posent des questions tous les jours, à un moment donné, ça va être problématique. Mais en créant de la connaissance, du contenu avec un peu d'intelligence artificielle, des chats, j'ai quelques gars qui pourraient, ou nanas qui pourraient répondre aussi pour moi, qui sont formés, où il n'y a pas de souci. Et donc, je m'emmerderai pas, tu vois. Tu passes 3 heures à répondre à toutes les questions tous les jours. Donc Tu toi, t'es pas bombardes du sur du tout, contenu et tu as une page tout droit. Et après, tu peux aller vendre du consulting plus cher, mais par contre, ton heure, tu vas la vendre vraiment cher. Donc, les deux opposés, tu vois. Soit j'irai sur du gros high ticket. du gros high ticket niché, soit j'irai sur du mass market avec des sales qui mettraient, par exemple, un ticket mensuel qui me permettrait rapidement d'arriver sur une masse comme ça de Et personnes.
Parce que là, bon, du coup, t'es chez Scalesia, on est un peu sur la boîte de service, mini startup, boîte de consulting, Oui. etc. Est-ce que toi, est-ce que tu te verrais un jour faire autre chose? Ou est-ce que tu te verrais monter, aller, je sais pas, monter une boîte, lever des fonds, faire de la tech? Parce que là, du coup, tu viens de me dire que Oui. c'est plus un business quand même assez à la cool, tu vois. Mais faire autre chose, mais même pas dans l'entrepreneuriat, moi, faire autre chose dans ma vie, hein. Ouais, Ça peut être du son, ça peut être c'est ce que tu veux. Moi, je fais ce que tu veux. Vraiment, je suis pas monogame dans le business. ouais, c'est juste une étape, quoi. T'amuses pas à faire des cuts, toi, sur ce truc-là, avec juste le je suis pas monogame, hein, je te connais, toi. Non, mais attention, préviens. Parce qu'on connaît les gars comme ça, là. Vous le voyez pas à la caméra, mais Le je pense, fourbasse. ouais, ouais, je pense que c'est mieux que vous le voyez pas et je le connais. Ouais. Donc, donc ouais, moi, je me rêve plein de choses. Donc, il y a plein de choses que je pourrais aller faire. Dans Scalisia, on est aussi en train d'intégrer un petit peu de tech avec certains outils, notamment avec Magnetly et Louis, que tu connais, avec qui tu as bossé sur le Starter Pack. On a d'autres projets aussi sur de la tech. Donc, en fait, moi, demain, j'ai pas vocation. Enfin, Scalisia se construit, se constitue en tant que groupe. Moi, j'ai déjà investi aussi dans d'autres business ou tu vois ou même dans de l'IMO, des trucs. Alors ça, j'ai pas du tout envie de faire de l'IMO Ouais, vraiment c'est juste ou de histoire de diversifier, l'investissement, quoi. mais c'est divers focus, diverses choses, tu vois, qui pourraient m'intéresser et avoir un regard là-dessus. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Je suis plus uniquement en mode sur le produit Scalisia, Ouais. l'advisory. Il y a l'agence, il y a le starter pack, il peut y avoir des choses qui sont en train de se créer et qui vont sortir dont on va pas parler de suite. Et puis voilà. Le teasing noir. Euh, Ma question, la prochaine question, ça va être qu'est-ce qui te motive chez Scalesia? Et je te dis ça parce que justement, tu parlais de faire de faire du son et tout. Ouais. Et moi, pour le coup, moi, j'ai mixé un peu pendant quelques années. Je fais des piges en France, Amsterdam, etc. Et je vais te faire un compliment. J'ai jamais vu un mec presque. Enfin, j'ai vu des mecs, mais aussi passionnés que toi, tu peux être par rapport à la musique, que ce soit là ou même la musique en général. Et justement, quand t'as une passion, tu vois, comme ça aussi forte à côté, qu'est-ce qui te motive, toi, chez Scalesia? Alors, on pourrait la poser dans deux sens. Soit, ce qui me motive, c'est Scalisia pour ne pas aller dans la musique. Soit, j'ai pas envie justement de niquer ma passion, qui est la musique, Ok. en faisant mon métier, tu vois. Donc, peut-être que même ce qui me motive à pas aller dans la musique, c'est le fait d'être passionné. Tu vois, tu pourrais dire, bah, t'es passionné, t'as envie d'y aller. Mais je pense Mhm. que c'est parce que je suis passionné que j'ai pas envie d'en faire un métier ou quoi que ce soit. Et que de toute façon, j'ai pas. Enfin, aujourd'hui, c'est du plaisir. C'est pas du tout l'idée. Mais ouais, parce que forcément, quand tu fais de ta passion un métier, tu sacrifies une partie de ta passion inévitablement. Parce que Mhm. tu vas un peu comme le mec qui s'est mis, je sais pas, qui a été réal et qui s'est mis en tant que réalisateur parce que il a toujours adoré le cinéma et parce que c'est un passionné de cinéma. Bah, ce mec-là, il peut plus jamais aller voir un film avec l'appréciation de quelqu'un qui aime le cinéma, mais qui n'est pas dans le métier. C'est impossible. Mhm. Il est niqué à vie. C'est sûr. Il va voir tous les faux raccords, tous les problèmes de texte. Il va tout voir. C'est mort, tu vois. Donc tu le sacrifies forcément à partir du moment où tu te mets là-dedans. Sans compter, dans les milieux artistiques, les gens qui, pour vivre de quelque chose, vont un peu travestir leur art au départ Ça, c'est une autre pour aller histoire, ouais. travailler sur des trucs un peu plus mainstream, etc. Donc en fait, tout devient biaisé, alors que quand tu es dans ton salon avec tes potes ou sur des festivals ou autres que des festivals et que tu es en train de jouer, bah en fait, il y a pas de tout ça. Et encore, à petite échelle, il peut rapidement y avoir quand même des petites jalousies, des choses comme ça. Mhm. Mais bref, c'est pour ça que j'ai envie de le garder en kiff. Et ce qui me motive chez Scalisia, bah, c'est une bonne question parce que je me la pose plus, tu vois, par fidélité naturelle. C'est-à-dire, je suis pas du genre à me poser les questions tous les 6 mois, est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis pas bien là où je suis, tu vois. Il y a un moment où tu es en train de dérouler, tu fais ton truc, Mhm. t'es fidèle à ce que tu fais et puis bah, quand tu construis quelque chose,
Ça fait 5 ans qu'on construit Scalisia. Ouais, là, t'es un peu trop avancé Tu pour... tu commences à bien avancer dans le truc, tu commences à sortir la tête de l'eau parce qu'il y a eu des années compliquées. Bon, c'est un peu con de lâcher quitter l'affaire, le quoi. bateau maintenant, quoi. Voilà. Donc ça, puis après, l'équipe, moi j'adore la flexibilité que j'ai aussi dans le quotidien, pouvoir travailler de chez moi tranquillement, ben ça, pour rien au monde, j'irai le changer. La pluralité des choses que je vais voir, des entrepreneurs, des business, des projets. Mhm. Et puis on parle de la musique en passion, mais l'entrepreneuriat est tout autant une passion Une passion, qui ouais. a toujours été présente, donc c'est pareil. Ok. Sauf que, bah, forcément, si quand tu es passionné d'entrepreneuriat, tu vois, c'est plus simple que quand tu es passionné de tango pour aller faire un peu de cash, tu vois. Tango et cash. Je l'ai pas, celle-là, pour le coup. Ouais. Tu connais pas Tango et cash? Non, c'est quoi? Ok. Je t'expliquerai. T'emmerdes Ok. pas, on fera un insert. Avec le loustic qu'il y a derrière. Ouais. Tu vois où, toi, Scalesia, t'aimerais bien emmener ça où, genre dans 2, 3, 5 ans, À Florence. à Florence? Foutre les HQ La là-bas. pizzeria. Le pivot, Devant le Colisée. Pizzeria. le Colisée à Florence. Non, c'est ben, pas je mal. vois où? Je vois un groupe avec plein d'entités, plein d'entrepreneurs avec lesquels et entrepreneuses avec lesquels on se régale à monter des boîtes, où on est capable justement d'avoir un écosystème qui répond globalement à toutes les problématiques de croissance, avec avec beaucoup de services, un peu de tech très certainement à l'intérieur de ça, Mhm. et ben, des gens qui vraiment, voilà, avec qui on monte des projets pour toujours envoyer plus fort, apporter toujours plus de valeur, et le média Scalisia qui a toujours existé avec la newsletter, avec YouTube, avec LinkedIn, où on continue à apporter du contenu et à aider des gens au quotidien. On parlait beaucoup tu vois, Oussama Hamar, The Family, à l'époque, quand il faisait ses conférences, les coups d'État, enfin, Mhm. et, euh, et comme étant une personne qui a impacté la sphère française et l'écosystème startup français, ce qui est une vérité absolue de l'entrepreneuriat. Il y a Mhm. nombre de gens qui se sont lancés grâce à lui, à cause de lui, peu importe, tu vois, et qui ont réussi à capter de la valeur, c'est juste immense, tu vois. Et bah, de pouvoir à un moment marquer euh, de ton empreinte un domaine, une sphère, tu vois, Mhm. qui peut être l'entrepreneuriat en France, je trouve ça intéressant aussi. Je trouve pas ça intéressant dans le sens égotique du terme, tu vois. C'est pas par ego de se dire, tiens, j'ai marqué, mais dans le côté justement artistique. On parlait tout à l'heure de se dire, est-ce que c'est une science, est-ce C'est que... pas une œuvre, quoi. Ouais, voilà. Est-ce que c'est une science, est-ce que l'entrepreneuriat est une science ou est-ce que c'est de l'art? Là, c'est une démarche qui est un peu plus artistique, tu vois, de Ouais. te dire, bon, bah, ok, j'ai aidé des gens, il y a un côté mission, vision, il y a un côté presque associatif dans le contenu où on te paye pas pour ça et pourtant tu apportes de la valeur et il y a des gens qui vont consommer ton contenu pendant 5 ans et qui auront même 10 ans, 15 ans, qui vont être ultra fans de toi sans avoir jamais lâché un euro. Ben, il y a un côté, tu vois, qui me déplaît pas là-dedans, de me dire, c'est cool, tu vois, enfin, à la rigueur, on aide des gens, il y en a d'autres qui payent. Bon, ben voilà, tant que ça tourne comme ça et que ça se C'était déjà finance. arrivé de te faire reconnaître dans la rue, un mec qui t'arrête en mode putain, c'est toi, je le gardais. Ouais. Alors, ça m'est déjà arrivé dans un endroit lugubre. Non, t'inquiète pas. Dans une soirée techno, mais genre dans une soirée techno à côté de Lyon, un événement où on était 300 personnes, 500 peut-être, et où il y a un gars à 1 h du matin qui arrive. Après 10 heures de rave. Non, mais le mec, je sens une barbe là, à 1 h du mat, et un gars qui me dit dans l'oreille, je pense que je suis le seul à te connaître de LinkedIn ici. Et genre, j'entends ça. Donc toi, il y a des mots que t'es pas prêt à entendre à certains moments, tu vois. Genre là, Surtout dans LinkedIn, l'oreille. tu vois, c'était pas censé sortir comme ça. Donc là, tu te tournes, tu te dis, mais qui est cette personne? Tu sais toujours pas si c'est un partenaire, un client, un pote, un prestataire. Tu sais toujours pas qui c'est, le gars, hein. Parce que le mec, il est pas arrivé en face. Il est arrivé dans mon dos. Et donc, Soufflé dans le dos, là. non, mais ouais, c'est ça, le mec, il te susurre un truc à l'oreille devant 20 kilos de son. Et tu dis, mais t'es qui, toi? Qui es-tu? Tu vois? Et je sais que parfois,
Je me rappelle ni de son nom, ni de son prénom. On a discuté pendant 30 minutes derrière de tout, sauf, Dieu merci, de travail et de LinkedIn et du truc où je lui dis, c'est la dernière fois que tu dis LinkedIn dans les 30 secondes. Sinon, je pense qu'on sort et on se bat tous les deux. Donc, on t'oublie, tu vois, et on a parlé de son, de plein de choses. J'ai plus son prénom, j'ai plus son nom. Je sais Peut-être qu'il qu'il se m'avait reconnaîtra. dit, ça fait à peu près 1 an cette histoire. Il m'avait dit, je te ferai des petits likes, des commentaires et tout, avec des petites allusions justement à ça. S'il voit cet extrait, envoie-moi un message parce que pour moi, c'est le lutin farceur, lui. C'est le lutin farceur, le type. Et je ne l'ai jamais revu. C'est le gars, il est là, il a fait sa farce et tu le vois plus. Ouais, il est C'est un parti, lutin le gars. farceur. Voilà. Souvenir qui Donc te oui, hante. on m'a déjà, on m'a déjà reconnu. C'est arrivé, Ça va, cocasse. Bah, on c'est reste. arrivé 2-3 fois, mais surtout que, bah, alors, je vais te dire, quand tu fais des vidéos en calbar de chez toi et que les gens, tu les vois pas en direct et tout, t'en sais rien. Enfin, quand tu regardes un post LinkedIn et qu'il y a marqué, je sais pas, 20 000 impressions, Ça, c'est un chiffre, quoi, c'est un 20 nombre. 000 impressions, tu te dis, bon, j'en sais rien, moi, tu vois. Mais gars, mets 20 000 personnes dans un stade, mets-toi au milieu du stade, Là, tu mets devant 20 000 personnes, c'est pas tu pareil. regardes le truc, c'est plus grand que le stade de rugby à Montpellier. Hein. Ouais. C'est 14 000 personnes là-bas. Je peux t'assurer que si tu mets 20 000 personnes comme ça dans un stade, là, tu te dis, ah ouais, bon, bah, il y a peut-être des gens, tu vois, qui m'ont vu. Mais ça, quand toi, tu fais ta connerie de chez toi, t'en sais rien, tu vois. Et c'est d'ailleurs pas du tout le projet d'être reconnu. D'ailleurs, à partir de maintenant, je veux faire que les podcasts en cagoule, tu vois. Voilà. La moustache inconnue. Je vais genre. tout changer. Exactement, la moustache inconnue. Il y aura que une moustache. Ça, elle est pas trop reconnaissable. Maintenant que j'ai dit ça et que je serai le seul gars à faire des podcasts en cagoule, tout le monde va connaître mon visage. Le masqué du B2B. Exactement. Ok, top. Bon, on va s'approcher de la fin. Il y a quand même pas mal de petites pépites, les nuggets, comme ils disent, outre-Atlantique, Ouais, c'est ça. qui ont été droppés. J'ai ramené tout à l'huile et à la friture, de toute façon, là-bas. Ouais, c'est clair. Même les pâtes. Ouais. Putain. Petit blueprint, là, en sprint, en mode comment tu referais un business rentable et scalable en 6 mois. On a déjà c'est même passer à autre chose. Hein. Ouais. Les 3 premières décisions que tu prendrais. Je choisirais une offre, comme je te disais tout à l'heure, donc ça va reprendre des choses que j'ai déjà dit, un marché solvable et avec un ICP à qui j'ai envie de parler. Donc vraiment des personnes avec qui je sais que j'ai envie d'échanger, et à qui j'ai envie de vendre et avec qui j'ai une capacité justement plus aisée à vendre. Et des personnes où je sais que je peux instantanément apporter de la valeur. Comme ça, au moins, ça, c'est réglé. Deuxième décision, et ça, on en parlait tout à l'heure, je créerai un maximum de contenu et j'essaierai de bâtir une personal brand la plus forte possible dès le démarrage. Comme ça, au moins... Tu choisirais quoi comme plateforme LinkedIn, YouTube? Bah ouais, moi je suis plus un gars de YouTube quand même. J'aime bien, je préfère la vidéo. Tu peux faire des shorts maintenant sur LinkedIn, mais bon, je trouve ça toujours un peu particulier, tu sais, le fait d'apporter de la valeur sur 1 minute en mode parce que les gens sont en mode teubé du réseau social, il faut que du coup tu condenses absolument tous tes messages en 1 minute et que si tes 2 premières lignes d'un post sont pas les bonnes, en gros, l'ensemble de ton œuvre a vocation à être jeté à la poubelle, tu vois. Et j'ai un peu de mal avec ce mode de fonctionnement, mais qui en même temps, bon, bah, on peut pas le reprocher, hein. C'est pareil, hein. Moi, si tu m'attrapes pas sur les 10 premières secondes, il y a peu de chances que je consomme le contenu, mais si c'est en B2B, ouais, LinkedIn, YouTube. LinkedIn pour avoir un truc avec un peu de viralité, YouTube pour avoir quelque chose un peu plus long traîne. Voilà. Et je sais déjà qui j'irai chercher pour m'entourer, et je ferai une équipe, mais de Donc toi, tu ferais pas en solo, tu irais chercher une équipe de solides et... fou. Ouais. Avec que des gens qui sont formés à des méthodologies qu'on a enseignées, qu'on a travaillées, qui les ont expérimentées de leur côté. Et on irait faire un truc ultra énervé, c'est-à-dire ouais, vraiment en mode commando. Ça va plaire à Basile, ça. Mais vraiment en mode Mon Dieu, la commando, cause. c'est-à-dire entre 5 et 10 personnes. Mais alors, par contre, avec les 5-10, tu sais que tu peux aller loin. Tu Attends, peux ce aller... truc, il est rentable en Ah, mais le truc, il est rentable en 1 semaine. Le truc, il est rentable avant même d'être créé.
Là, les personnes que j'ai en tête, oui. Tu, euh, tu peux les dropper ou tu les gardes pour toi? Bah, je peux, bah, après, c'est une invitation à rien du tout, parce que de toute façon, c'est pas le Non, mais sujet. juste pour voir un peu l'architecture, tu vois, je prends un tel parce que X, je prends un Y parce qu'il fait ça. Bah, déjà, des personnes de l'équipe sales actuelle Ok, que j'ai montée et avec qui j'échange tous les jours, parce que je sais que j'ai travaillé avec eux, des c'est valeurs sûres, formé, quoi. il n'y a pas de souci, tu vois, ça des potes. Des gars comme Basile, pareil, avec grand plaisir pour les avoir aussi dans l'équipe. Tes deux Euh, associés. oui, bah après, non, mais là, tu me dis, si je repars d'un Non, si tu truc repars à autre chose. de zéro, moi, ce que je fais, tu vois, après, ça compte pas. Si j'ai déjà des associés et ainsi de suite, dans ces cas-là, c'est comment on recrée Skellysia, tu vois. Hmm. Euh, je prendrais un. Ouais, après, bah pareil, tu vois, Jenny que tu as pu rencontrer, Flavien, enfin, c'est des personnes où on s'est rencontrés avant, Louis, Alessandro, Hmm. c'est des personnes où tu sais que c'est des entrepreneurs Te dans fil l'âme droit, qui quoi. m'ont prouvé qu'ils sont capables vraiment de se déchirer pour un projet, et peu importe les intérêts financiers et économiques qu'il y a pu y avoir à l'intérieur de ça. Donc là, je parle de personnes avec qui forcément j'ai déjà une proximité dans le travail. Ouais, Proximité dans le travail, pas dans le sens ils sont dans ma boîte, mais dans le sens j'ai taffé avec eux au quotidien, donc je sais mon mode de fonctionnement, tu vois. Là, je me hmm. base pas que sur des skills ou autres. Je vois la complémentarité qu'il pourrait y avoir en fait dans une équipe comme ça, et dans ce qu'on pourrait aller dérouler. Et après, j'ai plein d'autres personnes, mais qui seraient des prestataires plus, avec qui on a bossé, où je sais que ça déroule aussi sur Ouais, des sujets très spécifiques. les électros, Mais quoi. encore une fois, c'est une invitation à rien du tout, étant donné que c'est pas le sujet, que c'est Aussi, ouais. complètement fictif, que y a rien, y a rien, et que voilà, c'est que Donc, de next la question. fiction. Mais peut-être que la prochaine fois, peut-être qu'un jour. Voilà. Qu'est-ce que t'éviterais à tout prix de faire? Bah, Parce l'inverse qu'on de a... ce que je ferais à tout prix, c'est-à-dire recruter les mauvaises personnes, recruter trop vite. Ça, j'éviterais. J'éviterais à tout prix, hmm, les connards. J'éviterais les connards, en fait. Voilà. Parce que là, j'en peux plus. J'éviterais de bosser avec des cons, j'éviterais de bosser avec des clients qui me cassent la tête, avec des prospects qui me cassent la tête, qui veulent soit pas avancer, soit se trouver toujours des excuses pour pas avancer, soit qui vont toujours en fait décaler leurs problèmes sur les autres et pas Hmm. sur eux, tu vois. Ça, je n'en peux plus. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Donc j'éviterai les connards, en fait. Pur et simple. Ouais, voilà. Bah, alors, c'est un peu une globalité, hein. Ça fait beaucoup de monde, mais Ok, voilà. c'est le mot de la Alors, fin. c'est peut-être le mot de la fin, je sais pas. Bah, justement, le mot de la fin, est-ce que toi, t'as envie de rajouter un petit truc ou... Non, 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 même pas aller non, lâcher un petit like sur c'est tes... terminé. C'est Il y en terminé. a Je pense assez, que le je, vasseur. ouais, je pense que je pense que je t'en ai déjà assez donné. Prochaine Non, fois, tu vas non, pas. le mot de la fin, je pense qu'on a dit, franchement, on a dit beaucoup de choses. C'était condensé, hein. J'espère qu'il y a beaucoup de valeur. Normalement, avec ce qu'on a dit, t'as, t'as globalement un plan d'action. Ça veut rien dire plan d'action, parce qu'après, il faut pouvoir le transformer en compétence, il faut pouvoir le faire. J'ai Hmm. expliqué comment il fallait faire. Tu vois, je prends souvent l'exemple de, c'est comme si je te disais, bon, bah, pour jouer au golf, en gros, il faut prendre la balle, la mettre dans des trous, tu vois. Bon, bah, d'accord, mais si je te dis ça, je t'ai rien dit du tout, Hmm. tu vois. Mais t'as de quoi quand même bien te débrouiller, aller chercher en tout cas les bonnes pistes, ou en tout cas éviter les erreurs et savoir quoi faire. Après, il faut le faire, tu vois. Hmm. Mais déjà, au moins, tu sais théoriquement quoi faire, et tu sais les pièges dans lesquels il faut pas tomber, ou ce sur quoi tu vas te concentrer. Mais tu tomberas quoi qu'il arrive dedans. Parce que ça, il y a plein de choses qu'on savait déjà avant de monter Skellysia. Tout ça, Et t'es obligé de les confronter. Bon. t'inquiète pas, tu vas les manger. Tu vas trop recruter, tu vas pas savoir quand virer, tu vas mal recruter, tu vas être dans la merde parce que c'est le droit du travail français, tu vas mal gérer ton cash flow, tu vas t'entêter sur des offres sans les changer pendant je sais pas combien de temps, parce que tu vas croire que ça va fonctionner.
tu vas manquer de vélocité à des moments et ça va être compliqué. Tu vas peut-être te chier dans des associations aussi avec certaines personnes. Enfin, normalement, tu vas les cocher, les cases. Tu vas les faire une par une. Il y a des gens qui peuvent t'aider pour éviter de tomber dans ces trucs-là. Nous, c'est ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire avec Skelezia et les entrepreneurs qu'on accompagne. Mais voilà, tu vas te faire la bite, quoi, de toute façon. Ok. Bon, mesdames et messieurs, c'était Jules Gardère. Merci bien, mec. Merci à toi.